I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Permanent human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'il y a 2 ans ou 3 ans, nous avions reçu un monsieur qui s'appelait Tadashi Tokieda, qui faisait de la science avec des morceaux de papier, en pliant du papier. Et avec Roland, et je dois dire surtout Roland, a trouvé que c'était une bonne idée, et il a eu l'idée de vous proposer cette soirée, cette conférence, sur le thème de « Jouons avec la physique », c'est-à-dire comment faire de la physique avec les objets du quotidien, avec des objets simples, avec des jouets, etc. Enfin, vous allez le voir, je ne vais pas déflorer le sujet. Roland Lehoucq, je le rappelle pour les nouveaux venus, il y en a quelques-uns, et chercheur au CEA Saclay, et surtout, c'est quelqu'un qui est très investi dans la médiation scientifique, qui participe à de très nombreux projets, qui s'investit énormément dans le Festival de Florence, qui joue un rôle déterminant dans la programmation de ce festival, avec d'autres, avec l'ensemble du comité scientifique, mais il y est particulièrement actif, qui a écrit... j'allais dire un nombre incalculable, non, parce que c'est calculable. C'est calculable, oui. C'est calculable, hein, de livres. Enfin, il en a écrit, disons, beaucoup. Voilà. Vous en trouverez d'ailleurs pas mal. Il a écrit beaucoup et vous en trouverez pas mal là-bas. Voilà. Et donc, j'espère qu'on a mis en place un petit système avec une caméra pour que vous voyez bien toutes les manipulations qu'il va faire sur l'écran. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée en sa compagnie. Merci beaucoup, Roland. À toi. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci à vous d'être venu pour une conférence tardive finalement sur de la physique, parce que vous allez voir qu'on va faire de la physique. Il y aura même 1 ou 2 équations, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne rigole pas aussi à 23h, un peu avant la fin pour vous achever définitivement. Mais on va surtout parler de physique, et je vais essayer de vous parler de physique justement en montrant qu'avec des objets... disons, quotidiens pour certains, d'autres sont des objets très connus, des jeux, des jouets, des petits jouets très connus, des jeux de récréation. Pour les plus anciens d'entre vous, je suis sûr qu'il y a des choses qui vous rappelleront des petites manips ou des petits jeux que vous avez fait dans vos cours de récréation quand vous étiez en école primaire. Et donc avec ces petites choses-là, on peut faire de la physique, exactement, on peut faire des petites manips et les regarder avec un œil de physicien, qui sont souvent, disons, qui n'est pas courant, parce que d'habitude on les voit avec comme un gadget, quelque chose qui est plaisant à regarder, qui est intéressant, qui est spectaculaire, mais on n'essaie pas toujours de comprendre comment ça fonctionne, soit parce qu'on ne le sait pas, soit parce qu'on n'est pas physicien, soit parce qu'on n'a pas le temps ou pas l'envie et qu'on préfère jouer avec l'objet et avoir le plaisir de le regarder. Un plaisir d'ailleurs qu'on partage avec, regardez, ces 2 grands physiciens, c'est pour ça que j'ai mis cette image en début, avec Wolfgang Pauli à gauche et Niels Bohr à droite. Alors c'est pas des guignols ceux-là, hein. Pauli et Bohr, c'est des grands maîtres de la physique, des vrais grands maîtres, hein. Et tous les 2 prix Nobel. Là c'était une photo qui était en 1954, leur réputation, si j'ose dire, était déjà bien assise. Et regardez, ils ont l'air de s'amuser. On voit quand même, ce sont des vieux messieurs parce qu'ils sont un peu comme ça, hein. Ils sont pas comme ça en train de regarder ce qui se passe au pied, à leur pied, là, cette petite chose qui est ici, qui est une petite toupie.
dont j'ai une copie ici, enfin c'est celle de Niels de Bohr et Paoli en fait. Je l'ai retrouvée, j'ai fait un peu d'archéologie. J'ai une petite toupie qu'on va regarder tout à l'heure. Il la regarde et on voit que Paoli, il a l'air de bien s'amuser en la regardant, il a l'air de sourire, Bohr aussi. Et ils font ça, c'est lors de l'inauguration d'un nouvel institut de physique à Lund en Suède en 1954. Ils s'amusent avec un petit objet, alors que ces gars-là, c'est pas du tout ça qu'ils ont fait comme physique, la physique des toupies ou de la mécanique, disons. Ils ont fait ici de la mécanique, mais qu'on appelle la mécanique quantique, et ils ont été parmi d'autres, mais ils ont été les deux de très grands physiciens qui ont développé la mécanique quantique. Alors je me suis dit, il n'y a pas de raison que, puisqu'on peut s'amuser avec la physique en étant prix Nobel, et je pense qu'on peut aussi s'amuser avec la physique sans être prix Nobel, ce qui est quand même souhaitable, parce que sinon vous allez vous embêter les sèchement. D'ailleurs moi aussi, on va vraiment s'emmerder ce soir s'il faut être prix Nobel pour s'amuser. Donc normalement on doit s'amuser avec cette petite toupie, je la mets là, comme ça vous la verrez un peu, il y a la petite caméra, on va peut-être passer sur la caméra pour que vous la voyez un peu mieux. C'est une petite toupie toute bête, mais vous voyez, elle a quand même une propriété spéciale, je la rapproche un peu pour que vous la voyez un peu plus près. La caméra va mettre net toute seule, regardez comme elle est fichue, ça met net, je recule un peu peut-être, elle arrive à mettre net. Vous voyez, il y a un petit axe comme les toupies, elle est sphérique, elle est sphérique, elle a des petits trucs rouges en dessous pour faire joli, elle est creusée à l'intérieur, et elle tient en équilibre, hein. Elle tient toute seule en équilibre. D'ailleurs, regardez, si je la pose, elle reste comme ça. Les toupies habituelles, qu'est-ce qui se passe? Les toupies habituelles, en général, c'est des petits troncs de cône, il y a une petite pente, on la pose et boum, elle tombe, quoi. D'accord? Ça, c'est la toupie standard, et on la fait tourner, et ce qui est marrant dans la toupie habituelle, c'est quand on la fait tourner, elle reste sur sa pointe. D'accord? Alors, je n'ai pas discuté de ces toupies-là, que j'aurais pu faire aussi. Celle-ci, elle reste en position. D'ailleurs, on voit qu'elle reste en position. Regardez, si je l'écarte de sa position, j'essaie de la mettre sur le côté, je la lâche. Qu'est-ce qui se passe? Elle oscille. C'est moins marrant, ça s'appelle un culbuto. On peut aussi en faire un culbuto. Ça, vous savez, les culbutos, ces petits objets. Alors souvent, c'est des petits nounours, des petits objets pour les enfants qui sont très lourds en bas. On donne un coup, puis ça revient. Donc le gamin, il s'amuse beaucoup avec ça. Quand il est petit, évidemment. Plus grand, c'est moins drôle. Alors cette toupie, elle a une particularité. Alors je vous la remontre quand même on va revenir sur l'ordinateur. La voilà en photo, c'est une toupie qui existe depuis 1891. Le brevet a été déposé en 1891 par une dame, une Autrichienne, qui a déposé le brevet de cette toupie. Et cet objet a été un succès considérable dans les années 50. Il s'était distribué gratuitement dans les paquets de céréales aux États-Unis dans les années 50. On met toujours des gadgets plus ou moins malins. Ça, c'était plutôt un gadget malin, enfin plutôt rigolo, et surtout un gadget physique. Et elle s'appelle, alors dans la langue d'origine, s'appelle Tippy Top. Top, c'est la toupie. Pourquoi Tippy, je ne sais pas. En tout cas, la Flip Top, Flip, c'est la toupie qui se retourne. Regardez, c'est écrit là. La toupie, elle a l'air de faire un petit bond sur le côté. Et c'est précisément ça qu'on va voir. Pourquoi elle est amusante, cette toupie? Je la pose, je la fais tourner. Bon, il ne se passe rien, on va passer sur la chose. Si je la fais tourner comme ça, bêtement, pas trop vite. Enfin, vous voyez, quand même, déjà, c'est un peu bizarre. L'axe, là, il est un peu curieux, il se met à osciller. C'est pas du tout comme une toupie habituelle. Et si je la fais tourner un peu plus vite, alors là, maintenant, c'est là où la manip commence, et donc les ennuis avec. Si je la fais tourner un peu plus vite, sans qu'elle sorte de la zone de visibilité, je la fais tourner un peu plus vite, il se passe un truc qui va être assez amusant dès que ça se passera. Je la lance pas trop fort, parce que tout à l'heure, les tentatives tout à l'heure ont expédié la toupie à peu près au niveau des premiers rangs. Donc, il faut avoir l'effet, voilà, vous avez raison, il faut avoir l'effet sans avoir les conséquences. Allez, c'est parti, là ça va marcher, et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que la toupie, le truc rigolo, c'est que c'est à l'envers que c'est une toupie. D'habitude, les toupies, sur la pointe, elles tombent. Là, c'est pareil. Si je mets ça sur ce côté-là, ça tombe. Mais si je la lance du mauvais côté, elle se retourne, elle se met spontanément. Alors, si j'essaie de la lancer comme ça, c'est un peu emmerdant. Je peux vous dire, j'ai essayé. Même avec de la bonne volonté, vous n'y arriverez pas. Alors qu'en revanche, si vous faites ça, du bon côté, elle va être en équilibre, il n'y a rien à faire. Juste à la lancer. Et puis voilà, elle monte toute seule. D'accord? Voilà. Donc, ça qui a amusé beaucoup Paoli et Bohr. Donc on va regarder un peu comment fonctionne cette toupie, on va essayer de comprendre un peu les grandes lignes de son fonctionnement, et puis ça nous amènera, en partant de cette toupie, vous allez voir, ça va nous amener sur tout un tas d'autres choses. Il y a une sorte de cheminement que j'ai inventé, mais enfin inventé, oui, ça j'ai inventé, mais il n'y a pas de physique originale, j'ai pas inventé de physique pour tout ça. Et on aurait pu faire d'autres, il y a tout un tas d'autres objets, de jouets dont vous allez certainement me parler et dont je ne saurais pas répondre parce que je ne les ai pas étudiés en détail et pour lesquels je prendrai des notes et la semaine prochaine, l'année prochaine, on fera Jouons avec la physique 2, le retour, et on pourra avoir d'autres objets marrants. Alors cette toupie, voilà comment elle se présente, on va revenir sur la projection, voilà comment elle se présente, c'est une sphère, en fait là il y a une partie qui a été tronquée, c'est une sphère et il y a un petit bâton pour la lancer, et puis quelque part il y a le centre de la sphère, et vous avez vu elle était creusée à l'intérieur, cette toupie, elle était creusée à l'intérieur, ça a eu pour conséquence que ce qu'on appelle le centre de gravité de la toupie, il n'est pas au niveau du centre
de la toupie, au niveau du centre géométrique de la sphère tronquée, mais il est un peu plus bas, il est un peu en dessous. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que le centre de gravité de la toupie est en dessous de son centre géométrique, qu'elle tient en équilibre comme ça. Et mieux, si je la mets sur le côté et que je la lâche, elle va osciller, mais elle va avoir d'abord envie de revenir dans sa position d'équilibre, qui sera un équilibre qu'on appellera en physique stable. Ça veut dire si je m'écarte de l'équilibre initial, qui est celui-ci, si je m'en écarte un peu, je lâche, ça y revient spontanément. Il y a des équilibres qui sont instables, par exemple, celui-ci, c'est un équilibre instable, j'essaie de la mettre comme ça, elle pourrait tenir sur sa pointe, idéalement, mais si je la lâche, la plus petite fluctuation, et hop, elle tombe et elle se met dans sa position d'équilibre stable, elle va y venir spontanément. Alors, si on revient sur la projection, voilà ce qui se passe. Quand on l'écarte un peu sur le côté, ben le centre de géométrie il est toujours au-dessus du point de contact, puisque ça roule sur la surface de la sphère, et puis le centre de gravité est ici. À cet endroit-là-ci, il y a le poids de la toupie qui s'exerce, et qui va tirer vers le bas, il va exercer ce qu'on appelle en physique un moment, le moment d'une force, qui est le moment du poids. On dit aussi, vous attendez plus couramment ce mot-là dans le langage quotidien, un couple, parce que dans les voitures, on parle du couple moteur, par exemple. Elle va exercer un couple qui aura tendance à ramener la toupie dans sa position d'équilibre, et ce couple, il va être proportionnel à l'intensité du poids, multiplié par la distance qu'il y a entre cet axe-là et le point d'accroche, donc cette petite distance qui est ici. Quand les deux points, quand on est dans cette situation-là, le couple du poids est nul, donc la toupie est à l'équilibre. Dans cette position-là, il n'est pas nul, il a tendance à ramener la toupie dans sa position, elle oscille, et puis par les simples frottements, elle va dissiper de l'énergie, un peu d'énergie va être dissipée à cause des frottements sur la surface, et donc elle va finir par s'arrêter et revenir dans sa position d'équilibre. S'il n'y avait aucun frottement, eh ben elle oscillerait indéfiniment sans jamais s'arrêter. D'accord ? Donc cette toupie, elle a déjà cette particularité. Son équilibre naturel, c'est un équilibre stable. Son centre de gravité est en dessous de son centre de géométrique. Et son centre de gravité, on pourrait dire d'une certaine façon, est à l'équilibre parce qu'il est le plus bas possible. Ce que cherchent à faire les objets, ils sont à l'équilibre quand leur centre de gravité est le plus bas possible. Alors d'une certaine façon, vous avez certains d'entre vous ont déjà vu cette image à d'autres occasions, dans d'autres conférences que je donnais sur la physique de Star Wars. Et on se demande, est-ce que par exemple, Luke Skywalker là, qui s'entraîne sur Dagobah avec Yoda ici, pour maîtriser la force des Jedi, est-ce que cet équilibre est possible ou non ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est un athlète qui a fait ça ? C'est peut-être pas l'acteur qui a fait cette position. Est-ce que c'est un athlète, un gymnaste qui a fait cette position ou non ? Est-ce que cette position est jouable ou pas ? Alors on pourrait faire un vote, on va faire un vote dans la salle. Qui pense que oui ? Il n'y a pas de mauvaise réponse a priori, donc il y a un certain nombre de oui. Qui pense que non ? Il y en a un petit peu plus, on dirait. Qui pense qu'il n'a pas d'idée ? Et que de toute façon ça n'a aucune importance parce qu'il est venu là parce que c'était chauffé, qu'il y avait de la lumière. Bon. C'est aussi une bonne réponse. Pour l'instant, hein, voilà, on fait un petit sondage pour voir. C'est participatif, on va faire de la physique participative. Bon, alors, cet équilibre est impossible. Cet équilibre est impossible, pourquoi ? Parce que le centre de gravité du corps humain, il passe quelque part au niveau du nombril. Il est au milieu du corps, dans l'épaisseur du corps, mais quelque part au niveau du nombril. Alors regardez, où est le poids de Luke Skywalker ? Il s'exerce quelque part au niveau de son nombril, il le tire vers le centre de la planète. Remarquez que le point d'appui est ici. D'accord ? Mais il n'y a pas vraiment que Yoda, il y a aussi Yoda. Yoda n'est pas strictement de masse nulle. Donc il faut tenir compte aussi de la masse de Yoda qui va décaler un peu le centre de gravité vers Yoda. Donc je l'ai mis ici par exemple pour dire qu'il est un peu plus haut à cause de Yoda et un peu à droite parce que Yoda est un peu à droite. Voilà. Donc le vrai poids, si j'ose dire, il est à peu près, mettons, par ici. Et le centre, le point de contact est là. Et remarquez que entre cet axe-ci et cet axe-là, il y a une petite distance là. Le poids va exercer un couple qui devrait avoir tendance à faire tomber Skywalker du côté où le poids tire, c'est-à-dire par ici. Il devrait tomber par ici Skywalker. Alors, comment il peut empêcher ça ? Il faudrait idéalement que le centre de gravité soit aligné exactement avec son point d'appui. Ça serait parfait si c'était le cas. Ça pourrait être le cas, par exemple, c'est très bien d'avoir mis sa jambe comme ça, parce que du coup, ça ramène le poids, ça décale son poids du côté de la jambe. Ça, c'est bien d'avoir fait ça. Ça va l'aider. Ça va faciliter, l'équilibre est toujours impossible à mon avis, mais ça peut l'aider. Par contre, ça c'est très mal, ça c'est pas bien. Ça n'a aucun intérêt, c'est même contre-productif de mettre son bras de ce côté-là, d'accord ? Ça va pas. Et Yoda, en tant qu'entraîneur, il se met du mauvais côté. S'il était ici, par exemple, ça serait mieux, parce qu'il aiderait. D'accord ? Donc, là c'est un équilibre qui est impossible. Alors, impossible, enfin, sauf si vous disposez de la force, bien évidemment, dont dispose Skywalker. Alors, il y a un autre gars qui a fait des équilibres, je ne vais pas dire impossibles, mais un peu périlleux. Vous avez sûrement entendu parler de cet Américain qui s'appelle Nick Valenda, qui a traversé le Grand Canyon sur un câble. Il a mis 24 minutes. C'était pas la première fois qu'on traversait le Grand Canyon sur un câble, mais lui, il l'a traversé sans sécurité. D'accord ? S'il tombe, il est mort.
D'accord? Et c'était retransmis en direct sur Discovery Channel avec un délai de 2 minutes, un décart de 2 minutes aussi tombé, comme ça ils avaient le temps de couper l'émission parce que quand même, bon. Ok. Donc il a fait ça, c'est assez impressionnant, il faut reconnaître, impressionnant. Alors, pourquoi maintenant est-ce que c'est difficile de faire le funambule et de marcher sur un fil maintenant, fort de ces constatations? La toupie, on n'a toujours pas compris pourquoi elle se retourne, hein, mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude d'ouvrir des parenthèses, et là je l'ai calculé d'ouvrir les parenthèses, donc on va en ouvrir. Pourquoi c'est difficile de marcher sur un fil alors? Après tout, regardez, le câble, il est assez gros, hein. Il est la largeur du pied quasiment de Valenda, un peu moins large que son pied, hein. Mais c'est un bon câble, c'est pas un petit ficelle, hein. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Son centre de gravité, il est au niveau du nombril. Alors, la barre, pour l'instant, ici, elle est probablement lourde, mais vous voyez, elle est à peu près au niveau de son centre de gravité. Elle ne va pas beaucoup le changer, hein. Elle est à peu près au niveau du nombril, la barre. On va discuter de la barre un peu plus tard. Donc, le centre de gravité est ici, et son poids s'exerce là. Donc, si Valenda, il se met à se mettre un petit peu, pas pile vertical sur le câble, ici, son centre de gravité n'est pas pile sur l'épaisseur du câble, alors le poids va exercer un couple qui va faire tomber Valenda. Bon, d'accord. Et donc c'est là la difficulté, c'est de toujours avoir son centre de gravité aligné sur l'axe du câble. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit facile, pour que n'importe qui dans cette salle puisse faire ça? Un truc très facile, il faut que ça devienne très facile. Et madame a une idée. Dites-moi, je ne vous entends pas. Alors, est-ce que vous les mettriez où, les masses? Alors, madame propose de mettre des masses au bout de la tige. Bien. Vous les mettriez où? Juste là, accrocher des gros boulets ici, par exemple? Non, je ne me moque pas de vous, hein, je ne cherche pas à me moquer de vous, je cherche à comprendre votre position. Vous les feriez comment, les masses, alors? Suspendues, voilà, j'entends suspendues. On pourrait imaginer ici un câble, très long, avec une grosse boule ici, de sorte que le centre de gravité de M. Valenda, sa tige et les grosses boules suspendues soient en dessous du câble. Et là, ça marche super bien, il ne peut plus tomber, à moins de se jeter dans le vide. Alors, démonstration. Alors, voici un tour que vous pouvez faire à table. Ça, c'est facile, c'est d'avoir un bouchon de vin. C'est courant dans le Gers, un bouchon de vin. 2 fourchettes, donc il faut au moins 2 convives. Ça peut être dragué, comme ça, vous pouvez dire que vous êtes un physicien. Et vous faites ça, voilà. Vous accrochez, vous piquez les 2 fourchettes dans le bouchon. D'accord? Où est le centre de gravité de ce système-là? Les fourchettes sont lourdes, le bouchon est en liège, le centre de gravité il est quelque part par ici. Si je mets mon doigt là, ça tient tout seul. Et je peux même faire plus fort. Je prends un couteau, une pointe. Je sais pas où je le mets, la pointe, je la mets où je veux, sur le bord extrême ici. Et regardez, ça tient tout seul. D'accord? Si c'est moi qui marche, il n'y a aucun problème. Et c'est un équilibre stable. Ça veut dire, si j'en m'en écarte un peu, je vais osciller et je vais revenir spontanément dans l'équilibre. Donc faire le funambule, c'est très facile. Si vous avez des grosses masses, et si vous vous débrouillez, alors vous pouvez les attacher au bout de la barre, à vos chevilles, enfin on se débrouille, pour que votre centre de gravité, le centre de gravité de vous plus les masses, soit en dessous du câble. Et là vous marchez, vous faites le fier sans aucun problème, d'accord? D'accord, vous pouvez faire le fier avec ça à table. Hein. Okay, un bouchon, 2 cuillères, un couteau, ça marche. Donc ça, ce sont des positions d'équilibre qui sont assez amusantes. J'en ai une autre qui est assez amusante, c'est celle-ci, où, voilà, parce que le centre de gravité en général, on imagine toujours qu'il est dans le solide. Là, mon centre de gravité, moi, là, il est quelque part au niveau, j'ai dit, de mon nombril, il est dans mon corps. La situation qui est ici, vous savez que le centre de gravité, là, il est en dehors de l'objet. Hein. L'objet, c'est les 2 fourchettes et le bouchon, le centre de gravité, il est quelque part là. Donc, quand on est comme ça, on se dit, ouais. Vous avez peut-être vu déjà des petits mobiles comme ça qu'on vend et qui sont en équilibre incroyable, et en fait, parce que le centre de gravité il est au bon endroit, c'est-à-dire en dessous du point de contact. Alors regardez cette chose-là qui a une forme bizarre. La question, on prend ça, on le donne à quelqu'un, par exemple à Bruno Monflier, on lui dit débrouille-toi pour le faire tenir en équilibre sur ton doigt. Alors il y a des solutions, hein. On peut jouer un peu par ici et trouver, ah, ça y est, j'ai perdu. Et trouver un endroit où il sera en équilibre, mais on peut trouver des solutions bien plus astucieuses, hein, avec un centre de gravité positionné bizarrement. Démonstration, ne craignez rien, hein. Tout est sous contrôle. Regardez bien, on met ça, donc là c'est là où c'est surprenant, c'est que ça vient de la personne, et cette chose-là, voilà, tiens, très naturellement, la ceinture elle est comme elle est beaucoup plus haute que le truc rouge, que la petite pipe, je sais pas comment on appelle ça, rouge, et le centre de gravité est quelque part, exactement, quelque part là. Et comme il est en dessous, si je fais pas un grand geste brusque, si j'écarte un peu de la position d'équilibre, je peux même faire le charlot, le mettre sur mon nez, je pense que ça va marcher. Ben voilà, on peut faire le fier avec des choses où le centre de gravité, il est à l'extérieur de l'objet qu'on est en train de manipuler.
Dernière démonstration sur le centre de gravité. Attendez, je me rhabille discrètement. Dernière démonstration sur les endroits, sur les choses qui ont un centre de gravité un peu curieux, et sur les équilibres, c'est-à-dire que quand le centre de gravité est bien positionné, on est à l'équilibre. Quand il ne l'est pas, on casse la figure. C'est typiquement, quand je suis comme ça, mon centre de gravité il est au-dessus du petit rectangle formé par mes pieds, je suis à l'équilibre. Si je me mets sur un pied, qu'est-ce que je fais? Je ne lève pas le pied comme ça, sinon je me casse la figure. Donc je bascule sur un pied pour que le centre de gravité se projette sur mon unique pied, ce qui est déjà plus difficile, parce que mon unique pied il a une surface au sol plus petite que les deux pieds à la fois. Et si je me mets sur la pointe d'un pied, je me lève en avant, et vous comprenez pourquoi les danseuses sur les pointes, c'est extrêmement difficile à tenir, car il y a une toute petite surface. Regardez la pointe d'un chausson de danse, une toute petite surface. Il faut que leur centre de gravité, avec les bras qui font des tas de trucs, soit pile au-dessus de ça, sinon elles se cassent la figure. Et elles ont une maîtrise de leur position corporelle qui est bien supérieure à la mienne et qui fait qu'elles tiennent. Alors, pour cette expérience, il faut une bouteille de vin rouge ou blanc, et il faut un morceau de bois troué. Et vous pouvez épater les amis en faisant, la bouteille de vin rouge doit être pleine. Et vous allez me dire, est-ce que ça marchera, quand vous aurez vu, quand elle n'est plus pleine? Alors je vais le faire ici, comme ça vous verrez bien. Donc vous mettez dans le trou et vous épatez vos amis avec ça. Voilà. Donc là, vous avez un objet aussi assez étonnant, parce que vous dites, ça devrait, bon, c'est un porte-à-faux, c'est ce que vous voulez. Vous dites, oui, c'est un porte-à-faux. Enfin, on sent bien que ça manque de profondeur physique. Le centre de gravité du système, il est quelque part au-dessus du petit rectangle qui sert d'appui. Quand la bouteille commence à être un peu siphonnée, d'abord, dans une position, elle coule, donc c'est pas bien, parce que ça en perd. Et deuxièmement, le centre de gravité avec le vin qui manque va se décaler, sortir du rectangle et le système tombe. Donc il faut que la bouteille soit pleine. Donc merci à Samir qui m'a sorti la bouteille. Je révèle, cette bouteille vient du club de foot de Florence, donc on ne boit pas que de l'eau à Florence dans le club de foot. Voilà, c'était une parenthèse. Mais merci à eux, comme ça, on peut faire cette expérience. Donc voilà, pour dire que cette position d'équilibre, stable ou instable, ça dépend de la façon dont est posé le centre de gravité. Ce couteau, c'est pareil, je vais le faire tenir sur la pointe. A priori, il y a une position d'équilibre. Si le centre de gravité du couteau est exactement aligné avec la pointe, mais le plus petit décalage, encore une fois, couple du poids et fait tomber. Et donc, si j'essaye, en général, ça ne marche pas. Alors, maintenant, il faut essayer d'expliquer pourquoi la toupie se retourne. Ça, c'est un peu plus compliqué, parce que la toupie, là, cette fois-ci, elle n'est plus dans un état statique, c'est dynamique, elle est en train de tourner, et puis il se passe des choses, elle tourne, et puis elle se retourne. Alors, on ne va pas le remonter à chaque fois, on l'a montré plein de fois, mais voilà, on l'a refait, si quand même c'est plaisant, on a beau dire. Mais quand on regarde bien, faites peut-être une remarque, essayez de bien regarder ce qui se passe quand même. C'est pas facile. Surtout, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il faut regarder, mais essayez de vous pénétrer de l'objet en mouvement. D'accord ? Les petits traits rouges, là, les petits cercles rouges, ils ont en fait leur utilité. Ils vous permettent d'apprécier la rotation de la toupie quand elle est dans l'autre sens. Vous avez comme ça une idée de sa rotation. Alors regardez, je la lance comme ça. D'accord ? Et puis, là, je n'ai pas été assez efficace. Je lance comme ça, voilà. D'accord ? J'ai lancé comme ça. Et puis elle tourne. Alors vous pouvez apprécier d'abord son sens de rotation, quand même, pour donner des pistes, et puis la vitesse à laquelle elle tourne. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La toupie, elle passe de ça à ça. Elle passe de à gauche à droite. Et évidemment, elle tourne sur elle-même. Et de à gauche à droite, ça veut dire que le centre de gravité, il est monté. D'accord ? Le centre de gravité qui monte, ça coûte. Quand je veux faire monter le centre de gravité de cette télécommande-là, qu'est-ce que je fais ? Je la prends et j'exerce une force pour le faire monter. Il y a quelque chose, et une force, en fait, ce que j'ai fait, on pourrait me dire en physique que j'exerce ce qu'on appelle un travail, je paye de spontanément. Donc il faut dépenser une certaine quantité d'énergie pour faire monter le centre de gravité de la toupie qui passe au-dessus du centre de symétrie ici, et puis en fait il y a même en plus ce petit bout là, donc cette petite chose qui dépasse là, du petit étinou, là, voilà, ça le fait monter, il faut payer cette énergie. Alors d'où vient cette énergie ? Alors d'abord il faut réaliser que ce qu'il va falloir faire, c'est faire sortir de l'énergie contre la gravité, voilà, il va falloir payer l'énergie. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette toupie, qu'est-ce qu'elle a comme énergie disponible ? Quand je l'ai lancée, qu'est-ce qu'elle a comme énergie disponible ? L'énergie vient de quelque part, elle n'est pas extraite de... C'est pas la force, hein, comme dans Star Wars, où on ne sait pas d'où ça sort. Mais d'où vient... d'où vient l'énergie ? Ça y est, ça recommence. Les premiers rangs vont bientôt voir des toupies passer à vitesse superluminique. Ils vont être surpris. Merci, Brigitte.
Qu'est-ce qu'elle a comme énergie, comme seule énergie disponible, cette toupie? Qu'est-ce qu'elle a comme seule énergie disponible? Eh bien, elle a son énergie de rotation. L'énergie qu'on appelle cinétique, c'est l'énergie du mouvement qui correspond à sa rotation. L'énergie cinétique que vous connaissez plus généralement, c'est l'énergie de translation. Quand vous êtes en voiture, vous allez en ligne droite, et bien votre voiture elle a une certaine énergie cinétique qui est en fait le produit de la masse par le carré de la vitesse. Et le tout divisé par 2, bon ça c'est un détail. La masse, une quantification qui est quelque chose qui quantifie l'inertie de la voiture et le carré de sa vitesse. Si vous vous rappelez de vos leçons de permis de conduire, bon, les plus anciens, bon, ils conduisent et tout se passe bien. Les plus jeunes, ils doivent se rappeler que quand on calcule les distances de freinage, il y en a qui se rappellent de ça? Comment on calcule les distances de freinage au permis de conduire? Personne ne se rappelle de ça. Eh bien, il va falloir faire attention en rentrant ce soir. Bon, la distance de freinage est une formule que j'avais complètement, dont j'avais oublié les termes, mais en gros qui vous explique qu'il faut tenir compte de la vitesse au carré. D'accord? Votre vitesse en km/h, vous prenez la vitesse en km/h, vous l'élevez au carré et vous la divisez, donc par exemple 100 km/h, vous divisez par 10 d'abord, ça fait 10, 100 km/h devient 10, vous élevez au carré, ça fait 100, et vous divisez par 2, ça fait 50 mètres. Voilà, c'est la formule automatique qu'on vous donne sans la justifier. On élève la vitesse au carré, parce que la distance de freinage dépend de l'énergie de mouvement de votre voiture. Plus elle a d'énergie, plus il faudra en dissiper, et plus le freinage sera long, et la distance de freinage sera longue. D'accord? Le carré de la vitesse. Bon, bien là, l'énergie cinétique de rotation de cette petite chose, eh bien, c'est pas de la translation, c'est pas une vitesse des kilomètres par heure, c'est une vitesse angulaire, c'est des degrés par seconde. Bon, en physique, on compte pas les choses en degrés, on les compte en une autre unité d'angle qui s'appelle les radians, mais c'est pareil. Enfin, c'est la même idée. Donc, on va compter la vitesse de rotation. Si je la lance vite sur elle-même ou lentement sur elle-même, elle n'aura pas la même énergie cinétique et ça va dépendre du carré de cette vitesse. Et ça va dépendre aussi d'une autre chose qu'on appelle le moment d'inertie. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails sur ça. Le moment d'inertie, mais comme on va en parler un peu, de la toupie, le moment d'inertie, c'est quelque chose qui va quantifier pour une rotation la résistance à un changement de mouvement, comme la masse, et pour les translations, quelque chose qui quantifie la résistance au mouvement. Si vous voulez pousser cette bouteille d'eau sur la table, c'est assez facile. Si maintenant c'est une armoire normande qu'il y a sur la table, ça sera assez difficile. Parce que l'armoire normande est plus lourde que la bouteille d'eau. Donc l'inertie sera plus grande. Si maintenant vous voulez faire tourner, j'ai pris deux choses, regardez, je ne recule devant aucun sacrifice. J'ai pris deux brochettes, mais enfin ça c'est pas compliqué, et des gommes. Donc j'ai sacrifié une gomme, voici deux brochettes de gomme. D'accord? Et je vais les faire tomber, on va se mettre là. On va se mettre. Comment on va se mettre? Oui, vous avez bien fait d'éclairer là. Est-ce qu'on va mettre là comme ça? Ouais, vous allez voir, je pense. Il y en a une où la gomme est près du point de rotation. Il y en a une où la même gomme, est loin du point de rotation. Je vais les faire tomber l'une et l'autre en même temps, incliner d'à peu près pareil, je les lâche en même temps. Laquelle arrive la première? La réponse est celle qui a le plus petit moment d'inertie. Laquelle des deux? Alors quand on sait la physique, celle-là. Je vais vous dire pourquoi après, on va vérifier. Je lâche. Il n'y a pas eu photo. Sous le même effet de la gravité, la même gomme, le même poids de gomme, le même poids de bois, tout ça, ça a le même poids. Il y en a une qui a quand même un retard certain sur l'autre. Alors là, j'ai fait des grands écarts de position. Il n'y a pas de magie, c'est pas la magie ici. J'explique tout ce que je fais. Enfin, j'essaye d'expliquer à peu près clairement tout ce que je fais. Donc celle-ci, elle a un petit moment d'inertie par rapport à son axe de rotation. Le moment d'inertie, c'est quelque chose qui dépend à la fois de la masse et de la distance de cette masse, ou de cette distribution de masse à l'axe de rotation. Il y a une masse, il y a une petite distance, petit moment d'inertie, il y a une masse, il y a une grande distance, il y aura un grand moment d'inertie. D'accord ? Donc cette gomme, cette toupie qui est ici, son énergie cinétique, ça va dépendre, c'est 1/2 fois le moment d'inertie, fois la vitesse de rotation. Pour les translations, 1/2 fois la masse, fois la E. J'ai dit 1/2 fois le moment d'inertie, fois le carré de la vitesse de rotation. Pour les mouvements linéaires, les mouvements de translation, 1/2 fois la masse, fois la vitesse au carré. Voilà, ça c'était le quart d'heure pour vous dégommer. Pour faire comprendre que la physique, c'est pas que rigolo, quoi. C'est pas juste des toupies, on tourne et on dit ouais, c'est super, ça monte. Alors, cette énergie, elle va être prise. Ou ça, au seul endroit où on peut la prendre, à la rotation, à ce que moi j'ai donné par mes muses, par mon impulsion, ce que j'ai donné dans la toupie. Et quand j'ai donné cette énergie-là, quand je donne ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? La toupie doit... Je prends l'énergie de rotation. Est-ce que je peux diminuer le moment d'inertie de la toupie? Non, la toupie, elle est dure. Je vais donc diminuer sa vitesse de rotation. Donc la toupie va tourner moins vite quand elle sera montée, parce qu'elle a pris l'énergie à sa rotation pour la donner
à l'élévation de son centre de gravité. Donc elle va tourner moins vite. C'est ça qu'on essayait de voir tout à l'heure, que je vous proposais de voir tout à l'heure, quand ça reviendra, voilà. C'est de regarder, d'essayer de se rendre compte qu'elle va tourner plus vite maintenant que dès qu'elle sera retournée. Alors on recommence. Non, ça a raté. Hein, la physique c'est dur, hein, je ne vous raconte pas. Et c'est pas le LHC ici encore, hein, comme vous le constatez. Voilà. Donc, je trouve assez évident. Mais il y a aussi, bon, il y aurait des discussions parce qu'il y a des frottements qui vont aussi prendre de l'énergie. Il y a une part de frottement, d'ailleurs ils sont même très importants, vous allez voir pourquoi. Il y a une part de frottement qui prend de l'énergie, évidemment, qui ralentit aussi le mouvement de la toupie. Alors, une illustration sur le mouvement d'inertie, on revient sur notre ami, où est-ce que c'était non, c'était pas ça. On revient sur notre ami Valenda, non, c'est pas celle-là, sur celle-là, voilà. Notre ami Valenda. Alors maintenant, voilà, à quoi elle sert la grande barre du funambule? Elle pourrait servir, si elle était très 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 basse, à mettre son centre de gravité en dessous, et puis il passe et c'est facile. Mais ce n'est pas le cas, elle reste au niveau de son nombril. À quoi est-ce qu'elle va servir cette barre? À augmenter énormément ce moment d'inertie, énormément, de sorte que, s'il tombe, comme il a un grand moment d'inertie, parce qu'il y a beaucoup de masse sur une grande distance, comme il a un grand moment d'inertie, s'il se met à tomber un peu, il va tomber lentement. Plus lentement que s'il n'avait pas la barre. Et du coup, ça lui donne le temps éventuellement, par ses réflexes propres, de récupérer le coup. D'accord ? Donc la barre, d'ailleurs quand on marche sur un fil, hein, je marche sur un fil, en général on met les bras assez naturellement pour s'équilibrer, pour jouer sur son équilibre avec ça, et en faisant ça, d'une part on modifie sa position corporelle, donc on modifie un peu la position de son centre de gravité, mais aussi on augmente son moment d'inertie, de sorte que quand on pivote, eh bien, on le fait plus lentement que si on n'avait pas les bras étendus ou si on n'a pas cette grande barre. Donc la barre de Valenda, elle sert à ça. Hein. Elle sert à lui donner le temps de corriger sa trajectoire s'il devait tomber. Vous avez remarqué aussi que non seulement Valenda a traversé le câble, en plus le câble il n'est pas droit. Hein. Il est descendu et il est remonté sur le câble. On va en parler dans 5 minutes sur cette forme de câble. Il est descendu et il est remonté sur le câble. Donc si je fais le bilan de l'évolution de la rotation, au départ, la toupie, elle est comme ci, puis elle tourne autour d'un axe qui passe par son axe de symétrie, et puis elle a une certaine vitesse de rotation initiale. Ensuite, elle va se mettre dans une position qui va être comme ça. Elle va finir, on le voit très bien, enfin on l'a déjà vu, je le refais encore une fois. Notre ami régisseur va devenir fou à force de changer avec la caméra. Voilà, merci. On fait tourner, on voit bien que l'axe, évidemment pour se retourner, elle va passer dans une position intermédiaire où elle sera comme ça. Dans cette position intermédiaire, on peut montrer, on ne le voit pas ici, mais on peut montrer que cette fois-ci la rotation va se faire non plus autour de l'axe de symétrie, non plus autour de cet axe-là, mais autour de cet axe-là. Et puis après, elle va basculer directement, elle va basculer, et elle va tourner cette fois-ci à nouveau autour de son axe de symétrie avec le centre de gravité au-dessus, et elle ne tournera plus autour de cet axe-là du tout. Et la rotation finale sera plus lente que la rotation initiale. Et pourquoi est-ce qu'elle bascule? Qu'est-ce qui fait qu'elle bascule? Qu'est-ce qui fait qu'elle bascule? Alors je la refais encore une fois, on s'en lasse pas. Hein. Non, surtout que j'arrive à bien le faire, alors c'est super. Voilà. Qu'est-ce qui fait? Là, on voit bien qu'elle tourne, moi je trouve assez clair qu'elle tourne moins vite là qu'au démarrage. Et qu'est-ce qui fait qu'elle bascule? C'est qu'il y a ici, au point de contact, il y a des frottements qui vont s'exercer, une force de frottement qui va s'exercer, dont le couple va tirer la toupie, la force va s'exercer dans ce sens-là, et le couple va tirer la toupie pour la faire basculer. Là, le couple des forces, c'est lui qui va faire retourner la toupie, mais c'est le couple non pas du poids qui ramenait la toupie dans sa position d'équilibre, c'est le couple des forces de frottement qui s'exercent au niveau du point de contact. De l'importance des frottements en physique. Heureusement qu'il y a des frottements d'ailleurs en physique, sinon je ne pourrais pas marcher cette scène, vous non plus d'ailleurs nulle part. Si c'était parfaitement sans frottement, comme sur une patinoire, je vous laisse deviner ce qui se passe. Vous n'avancez pas, vous mettez un pied, voilà. Donc les frottements sont embêtants parce qu'ils dissipent de l'énergie, donc pour partie dans cette toupie de l'énergie est perdue à cause des frottements, mais pour partie, eh bien, ça aide c'est ce qui fait basculer la toupie, c'est le couple des forces de frottement qui fait basculer la toupie. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, on peut mettre cette chose-là en équation, vous pouvez faire ça avec un œuf dur, vous essayez avec un œuf dur, hein. Vous faites autant un œuf dur très vite sur lui-même, il va se redresser, a priori l'œuf dur il est sur le côté, et un peu horizontal, et hop, on va se redresser verticalement sur son axe de symétrie. Alors, j'ai parlé des formes des câbles, les formes des câbles je vais en dire 2 mots, parce que ça a été un problème qui a agité le monde de la physique
de manière très intense à une époque. Regardez ici, voilà, on a des câbles, les câbles EDF par exemple. Un autre endroit, on peut voir les chaînes. Voilà, les chaînes ont cette forme-là. Quand on pose la question à Galilée, il pense que la forme d'un câble, vous pouvez vous demander quelle est cette forme, c'est un espèce de courbe. Hein. Bon, une courbe, les colliers des dames aussi, ça marche très bien. Les colliers, les chaînettes, hein, pas les colliers avec des tas de machins dans tous les coins. Et Galilée pense que c'était un arc de parabole. Il pensait que c'était un arc de parabole et ça n'a pas été le cas. Et en fait, la réponse a été donnée au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, parce que Jean Bernoulli, Huygens et Leibniz ont trouvé la réponse à une question qui était un défi. À l'époque, on aimait bien se lancer des défis. Moi, les gens se disaient entre eux, les scientifiques de ce temps, j'ai résolu un problème, tiens, je te défie de le résoudre. Puis on voyait, hein, oh, toi, tu l'as pas résolu, allez, t'es un charlot. Bon, là, vous voyez que Bernoulli, alors là, c'est le frère de Jacques, lui, Huygens et Leibniz, bon, c'est pas des guignols aussi en maths et en physique, ils ont trouvé la nature de cette courbe-là, et ça a été l'un des départs d'une physique incroyable qu'on appelle la physique, enfin, d'une méthode dans la physique qui s'appelle les principes variationnels. Je ne vais pas du tout rentrer là-dedans, mais ça a été en tout cas un point extrêmement important d'étudier la forme de cette courbe. Parce que finalement, quand on prend un câble, par exemple, il n'y a pas un câble là qui traîne? Par exemple, ça, ce câble-là. Voilà, ça, c'est un câble qui traîne. Alors, on va prendre ce câble. Voilà, on va le faire en direct. Bon, mais c'est un peu tortillonné ce câble, c'est un peu de la merde ce câble, il faut reconnaître. Bon, enfin, non, c'est pas très beau ce câble, c'est pas très réussi. Hein. Non, c'est pas bien ça. Il faut un vrai câble. Bon, ah oui, ça c'est bien ça, ouais, ça j'ai trouvé. Ça va être mieux ça. Voilà, vous voyez, tout est bien fait dans ce festival, et il y a le matériel qui est en direct, quoi. Alors, voilà un câble, et voilà, le point de... Ouais. Le point de la forme du câble, eh bien, c'est finalement, quelle forme prend-il? Mais là, ce câble, il y a des contraintes internes, manifestement, qui fait qu'il n'est pas parfaitement, c'est pas comme une chaînette. Quelle forme prend-il? Comment on pourrait la qualifier, cette forme? D'abord, son nom, on s'en fout, son équation, je vais vous la montrer pour vous épater, mais c'est quoi la contrainte qui va s'expliquer pour avoir la forme de ce câble? C'est que son centre de gravité doit être le plus bas possible. D'accord? Le centre de gravité du câble, qui est où? Je sais pas, moi, quelque part par là. Donc vous allez chercher pour une longueur de câble donnée, là vous avez un câble qui fait, je sais pas, moi, 1 mètre, je sais pas combien, 2 mètres. Pour un câble d'une longueur donnée, vous allez dire, quelle est la forme qui fait que le centre de gravité de ce câble de 2 mètres est le plus bas possible? Donc parmi toutes les formes, vous devez chercher toutes les fonctions, on appelle ça en mathématiques, parmi toutes les fonctions de câbles qui ont 2 mètres de long, laquelle a le centre de gravité le plus bas possible? Eh bien c'est un problème compliqué. Voilà. C'était un problème insoluble, enfin difficile à résoudre, ça a été lancé par ces gars-là. Maintenant on sait faire ça évidemment très bien, mais c'est un problème compliqué d'optimisation dans l'espace des fonctions. Il faut trouver la forme qui rend le centre de gravité le plus bas possible. Et cette forme, la voici. C'est pas une parabole, c'est pas la grisée qui est ici, d'accord? C'est cette ligne-là qu'on appelle une caténaire. Bon, comme ça c'est tranquille, une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand-chose. Le nom de cette forme, on l'appelle catena, comme la chaîne en latin, une caténaire. Vous voyez, c'est toutes les dames, enfin, pas toutes les dames, parce qu'il faut quand même avoir des colliers de perles, mais enfin, pour avoir des colliers de perles en plastique, ça marche aussi. Voilà, c'est une caténaire, ça s'appelle. C'est la courbe qui, à longueur fixée, abaisse au plus la position du centre de gravité de toute la structure. D'accord? Et pour ceux qui veulent savoir, ça a cette gueule-là. Hop, c'est fini. On passe. On a montré. Alors regardez, il y a 2 endroits où on peut voir, au moins 2 endroits où on peut voir des caténaires. D'abord tous les câbles qui pendouillent, mais on peut voir aussi des caténaires inversés. D'accord? Ça c'est dans la Casa Milad qui a été dessinée, enfin construite par l'architecte Gaudi à Barcelone. Dans le grenier, il y a des arcs de caténaires qui sont comme ça. Ça c'est quelque chose qui date du début du XXe siècle, 1901 ou 2. Et puis il y a cette grande arche, la Gateway Arch à Saint-Louis. C'est un arc, c'est énorme. Il y a un autobus qui donne l'échelle, donc il y a cette grande arche qui est un arc de caténaire aussi, mais qui est posé cette fois-ci à l'envers. Bon. Donc voilà cette forme de Valenda. Donc vous voyez, on a vu Valenda comme ça en passant par les toupies qui se retournent. Alors deuxième jouet rigolo, le yo-yo. Il est rigolo et il est ancien. Hein, comme vous voyez, on voit des gens en Grèce antique qui jouent au yo-yo manifestement. Il y a des belles, si j'ose dire, des dames dans les gravures de mode du XVIIIe siècle qui jouent au yo-yo, qu'on n'appelait pas yo-yo à l'époque, on appelait l'émigrette en français, l'émigrette. Alors voilà un yo-yo. Justement un petit yo-yo, je le mets là pour que vous voyez. Je vais le poser comme ça, donc ça c'est fini. On n'a plus besoin de cette merveille. Donc voilà un yo-yo, vous connaissez ce que c'est un yo-yo. C'est un truc qui tourne, il y a un truc qui tourne, puis il y a une ficelle. Alors une chose intéressante à regarder sur les yo-yo d'abord, c'est comment est-ce que ça tombe tout seul. D'accord? Alors je vais le mettre au-dessus. Je le tiens par la ficelle, je fais rien d'autre que je le lèche là, et je le lâche, et il tombe. Bon, il remonte un petit peu.
D'accord, vous avez vu à quelle vitesse il est tombé. Il faut essayer de vous mémoriser, à quelle vitesse il tombe. Bon, si je le lâche sans tenir la ficelle, je le lâche comme ça. Mon yo-yo. Il tombe plus vite ou il tombe moins vite? Plus vite. D'accord? Donc le yo-yo, au bout de sa ficelle, il tombe moins vite qu'il ne tomberait sous l'effet de la seule gravité, si je le lâchais sans tenir la ficelle. Pourquoi? Alors je dis pourquoi, mais ce n'est pas de réponse, c'est pas grave, je dis ça pour vous réveiller un peu. Alors pourquoi? Eh bien, le yo-yo, quand il tombe, c'est l'effet de la gravité. Là, il y a ce qu'on appelle l'énergie potentielle de gravitation, il est à une certaine altitude. Si je le lâche, il n'a pas de support, il n'y a rien, ben, il est attiré par le centre de la Terre, par la Terre entière en fait, il tombe vers le centre de la Terre et il tombe. Bon, d'accord. Mais si maintenant il est au bout, donc il a une certaine vitesse de translation qui vient, donc il a une énergie cinétique de translation qui vient de l'énergie potentielle de pesanteur, qui vient de la gravité, on va dire ça. Si maintenant il tombe comme ça, qu'est-ce qu'il a en plus de l'énergie de translation? Il est énergétique de rotation, et il faut payer l'énergie de translation et de rotation. Mais quand il a descendu 20 cm, il a gagné la même énergie potentielle de pesanteur, il a été accéléré de la même façon par la pesanteur, mais il faut distribuer cette même énergie qu'il a gagnée à la fois en translation et en rotation. Il y en a donc moins en translation, et donc il descend moins vite. Donc un yo-yo, ça descend moins vite au bout de la ficelle, il descend moins vite au bout de la ficelle que au bout de pas de ficelle, que pas au bout du tout. Et ce yo-yo-là, comment on ferait pour qu'il descende le plus vite possible maintenant? Toujours accroché à la ficelle, mais qu'il descende plus vite que celui-là. Qu'est-ce que devrait faire un yo-yo? Comment devrait être fait un yo-yo qui doit descendre plus vite que celui-là? Alors je pourrais le lancer, mais moi je le lance pas, évidemment, je peux le lancer. Bon, d'accord, je lui donne de l'énergie, je vous montrerai, après il y a des trucs marrants, bon, enfin, je ne suis pas un sport du yo-yo, un maître du yo-yo, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien ce yo-yo, il tourne sur lui-même. Qu'est-ce qui fait qu'il résiste au mouvement de rotation? Son moment d'inertie, le fait qu'il a de la masse distribuée éventuellement à grande distance de l'axe de rotation. Il faudrait un yo-yo qui soit plus compact, qui soit plus ramassé sur lui-même, et qui ait une masse distribuée différemment autour de sa rotation, par exemple celui-ci, qui est plus petit en diamètre, plus léger, et la masse est le plus concentrée près du centre de rotation. Donc celui-ci, il va descendre plus vite que l'autre. Si je le laisse tomber, il va descendre plus vite que l'autre. Voilà. C'est évident. D'accord? Ça se voit tout de suite, celui-là. D'accord? Il va plus vite que l'autre, parce qu'il a un moment d'inertie plus petit. Alors on peut s'amuser à tracer les calculs qu'on peut faire. Voilà, le yo-yo, voilà la chute libre, voilà la courbe. Si vous partez de 0 mètre d'altitude jusqu'à 1 mètre, vous partez à 0 et vous descendez de 1 mètre. Voici la vitesse que vous avez, 1 mètre par seconde, 2 mètres par seconde, 3 mètres par seconde. En noir, c'est la chute libre. Le yo-yo académique, ce serait un yo-yo qui a une ficelle qui est fine, infiniment fine. Ce n'est pas le cas, la ficelle n'est pas infiniment fine. Voilà ce que ferait le yo-yo académique. Et voilà ce que fait le yo-yo réel. Alors je vous passe les calculs. Voilà ce que fait le yo-yo réel. Il tombe toujours moins vite. La vitesse, à altitude donnée, la vitesse du yo-yo réel ou du yo-yo académique est toujours plus petite que la vitesse de chute libre habituelle. Donc le yo-yo, comme il tourne sur lui-même, il y a une partie d'énergie qui part dans la rotation. Alors, une chose qu'on peut faire aussi sur ce yo-yo-là qui est amusant, je vais juste en dire un mot parce que c'est quand même rigolo. Alors attendez, il faut que je règle les trucs. Je fasse une boucle. Quelle heure il est là? Je sens que je suis mal parti encore une fois. Bon, ça va, on va pas mourir tous tout de suite, mais bientôt. Alors, ce yo-yo-là, effectivement, on peut le faire descendre plus vite en lui donnant de l'énergie. D'accord? On n'est pas obligé de le lâcher comme ça. Ça, c'est la méthode à grand-papa. On fait ça quand on était petit. On est comme ça, et puis on est content quand on arrive à le faire. On donne un petit coup, parce que si on dit rien, pourquoi il ne remonte pas jusqu'en haut, le yo-yo? Pourquoi il n'est pas remonté jusqu'en haut, là? J'ai juste laissé tomber, j'ai rien fait d'autre. Ben oui, pourquoi il n'a pas assez d'énergie? Oui, il n'a pas assez d'énergie pour monter. Et pourquoi il n'en a pas assez? Pourtant, il en avait bien pour être là. Voilà, il en a perdu en route. Mais l'énergie, on la perd comment? Des frottements, de la ficelle sur le yo-yo, du yo-yo sur l'air. Il y a des frottements qui font qu'il perd un peu de son énergie totale et que du coup, il ne remonte pas aussi haut. Donc, pour revenir, il faut donner un petit coup. Il faut le tirer un peu, ça lui donne un peu d'énergie et hop, il revient dans votre main. D'accord? Alors après, on peut évidemment le lancer plus fort. Et là, évidemment, il peut descendre plus vite. Ce yo-yo, il a une grosse inertie parce que du coup, c'est super de faire du yo-yo à Florence, non? Enfin, moi, ça m'amuse beaucoup. Et alors, on peut le lancer très fort. Et ce yo-yo, vous allez voir, il a une particularité. Si j'arrive à le lancer assez fort, il faut le lancer vraiment fort. Voilà. Il a un truc bizarre, vous avez vu? Ah, c'est marrant, ça. Vous avez vu ça? Je suis un génie du yo-yo.
Pourtant, je peux vous dire, je ne suis pas un génie du yo-yo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, vous ne le savez pas, parce que bien sûr, ça dépend de votre compréhension des yo-yo, d'avoir vu des yo-yo. Ce yo-yo-là, pourquoi aussi il a une grosse inertie? Parce qu'à l'intérieur, il est lourd. Il y a un grand moment d'inertie. Parce qu'à l'intérieur, il est lourd, parce qu'il y a un système. Je vais le montrer sous la caméra. Comme ça, vous verrez. On va passer à la caméra. Voilà, merci. Il faut que ça soit net. Regardez. Vous voyez le système, là? Je vais vous montrer comme ça. Je ne vois pas les deux en même temps. Je suis bien, là? C'est bon. Il y a un système. Là, il y a 3 parties métalliques à l'intérieur, avec des masses au bout et des ressorts. Et si le yo-yo tourne assez vite sur lui-même, ces masses vont s'écarter sous l'effet de la force centrifuge et les crocs qui tenaient l'axe de rotation vont libérer l'axe de rotation et le yo-yo arrive en bas et tourne librement sur lui-même parce que l'axe n'est plus tenu jusqu'au moment où les frottements aient dissipé l'énergie de rotation suffisamment pour que la force centrifuge soit insuffisante pour maintenir les crocs séparés, qui resserrent l'axe et boum, il remonte. Il y a un débrayage. C'est exactement ça. Ça s'appelle un débrayage. Exactement. Comme dans les bagnoles. C'est un yo-yo à débrayage. Bon, je recommence, c'est trop marrant. Hein, on a tellement peu d'occasions de s'amuser dans la vie que je ne vais pas me gêner. Hop, voilà. D'accord? C'est rigolo. On s'en lasse pas. Puis on se demande quand il va remonter. Hein, on peut faire des paris. Bon, enfin bref. Alors ce yo-yo-là, il est inerte, il est rigolo. Ce yo-yo-là, je le montre quand même parce qu'il est marrant, il est beaucoup plus léger, il a un moment d'inertie beaucoup plus petit, il est extrêmement rapide. Il est vraiment extrêmement rapide et il faut avoir une grande habileté pour manipuler. Je n'ai pas encore maîtrisé, je ne maîtrise pas tout dans ce yo-yo-là, mais celui-là, il va vraiment vite, on peut le faire aller vraiment vite, celui-là. Et je peux vous dire, ça rigole pas. On peut l'envoyer comme ça et faire ça, on fait des trucs. Hein. Bon, on fera un autre jour. Ok. Donc on oublie les yo-yo pour l'instant, 2 instants. Enfin, on ne va pas les oublier, mais on va faire un truc inhabituel avec les yo-yo. La question qui est posée maintenant, avec un yo-yo d'habitude on le prend, on fait le mariole avec. Maintenant la question qui va être posée, c'est qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai le yo-yo qui est posé comme ça, la ficelle est là. D'accord? Je vais montrer la situation, voilà, vous le voyez là, on va la montrer après, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe si je tire sur la ficelle? Le yo il est comme ça. Hein, Qu'est-ce qui se passe si je tire la ficelle? Alors je peux vous dire, moi j'ai pas rigolé, j'ai essayé de le faire. Comme ça, on comprend. Enfin, on comprend. On se dit, il se passe un truc. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien, je vais le faire avec une ficelle plus courte, vous allez voir, c'est assez amusant. Regardez bien ce qui se passe. Je tire sur la ficelle. Et le yo-yo, il s'enroule. Le yo-yo, il rattrape ma main. Le yo-yo, il va plus vite que ma main qui le tire. D'accord? Vous avez vu ça? C'est quand même assez aberrant, quoi. Quand on tire une charrette, la charrette, elle reste derrière en général, quoi. Elle double pas le truc, quoi. Vous imaginez, dans le Gers, ça se saurait si les charrettes doublaient les tracteurs, quoi. Bon, ben là, faut pas tirer des yo-yo, quoi, d'accord? Parce que sinon, vous faites rouler dessus. Alors que si le yo-yo, je le tiens comme ça, je le tiens par l'axe, mes 2 doigts, j'essaie de le serrer pas trop fort, je le tiens par l'axe, et que je tire, qu'est-ce qui se passe? Ben, le yo-yo, il se déroule, quoi. Il tourne comme ça, il tourne pas comme ça, quoi. D'accord? Bon, encore un coup des yo-yo. Alors voilà ce qui se passe quand on revient sur la projection. Voilà la situation, et voilà la situation vue de côté. D'accord, là on voit bien un peu le système de débrayage. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord le yo-yo, quand il est posé comme ça, il y a son poids qui s'exerce ici quelque part au niveau de son centre de gravité, qu'il tire vers le bas, et puis pourquoi il ne s'enfonce pas à travers la table? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la réaction de la table, hein, qui va dans l'autre sens, et qui équilibre le poids. Mais quand je tire par ici, là, au niveau d'ici. Cette réaction, elle fait partie, c'est l'une des composantes de la force de frottement, la composante verticale de la force de frottement, mais il y a la composante horizontale de la force de frottement. Cette composante horizontale, elle est comme ça, et elle peut exercer un couple qui est supérieur au couple de traction. Et pourquoi? Le couple, c'est la force fois la distance à l'axe, pour faire simple. La force, c'est ma force de traction. La distance à l'axe, regardez où est la ficelle, c'est cette petite distance-là. Pour les frottements, l'ordre de grandeur de la force de frottement, c'est l'ordre de grandeur du poids, une fraction du poids. Et j'ai cette grande distance ici. Je me retrouve là dans une situation où le couple des forces de frottement est supérieur à mon couple de traction, et du coup, il s'enroule, au lieu de se dérouler comme il le ferait habituellement. D'accord? Donc on peut recommencer, c'est trop marrant, je vous remontre. On s'en lasse pas. J'avoue que ça m'a un peu maté aussi de voir ça. Donc on fait ça, le yo-yo il bouge pas, tout le monde voit là. Et on tire sur le yo-yo, et il rattrape la main. D'accord? Et c'est pas moi qui ralentis la main, le yo-yo rattrape vraiment la main. Alors ça c'est amusant, on a eu des chutes tout à l'heure plus lentes que la gravité, des cas où des yo-yo rattrapent. Je vais vous montrer un petit film, parce que la manip n'est pas facile à faire. Un petit film, on peut voir des chutes qui sont plus rapides que la gravité. Là on peut se dire comment c'est possible, quoi. Je laisse tomber un truc, comment il peut tomber plus vite que la gravité? Je ne le jette pas vers le sol évidemment, sinon c'est tricher.
Je le tiens et je le laisse tomber avec une vitesse initiale nulle. Alors regardez ce qui se passe. Vous voyez voir un peu la forme du truc. On va discuter. Ça, c'est un film qui a été fait en caméra rapide, hein, donc c'est pour ça qu'on a l'impression de lenteur extrême de la chose. Regardez la forme de cette échelle. Cette échelle va taper sur une table, et l'autre ne va pas taper sur une table. Elle va tomber tout le temps dans le vide, si j'ose dire, dans l'air, sans être gênée. Celle-ci, elle tape sur une table. Et regardez bien ce qui va se passer. Laquelle des deux? Il y en a une qui est arrêtée dans sa chute, et pas l'autre. L'autre, elle continue, puis ça continue en bas. Et regardez, eh bien, c'est celle-ci qui tombe plus vite que celle-là. Celle-ci tombe plus vite que la gravité. Eh ouais, c'est stupéfiant. Et pourquoi ça se passe comme ça? On va revenir, on va le remettre. Comme ça, je pourrais le discuter en même temps qu'on le regarde. Regardez ce qui se passe. On va attendre que ça tape sur la table. J'arriverai pas, je vais être en retard là, j'ai l'impression. Ce point-là va taper sur la table avant celui-ci. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va mettre le bâton en rotation, et donc l'extrémité de ce bâton va être accélérée, va tirer cette ficelle, va tirer. Donc ces petites ficelles, vous avez vu, chaque fois que le côté gauche tape, c'est le côté droit qui tire sur la ficelle, puis le côté droit tape, c'est le côté droit qui tire sur la ficelle, et ça accélère. Il y a une petite force interne, une force à l'intérieur du système, d'accord? C'est une force interne au système qui est à toute échelle, qui accélère l'échelle et qui la fait tomber plus vite que la gravité. Si on fait la même chose avec des chaînes, regardez, ça c'est la même chose avec deux chaînes, deux bêtes chaînes, si j'ose dire. L'une va être arrêtée par la table, l'autre va continuer tout droit. Et bien vous allez voir que les chaînes tombent exactement au même rythme. Il n'y a pas de raison, évidemment, qu'au prétexte que l'une est arrêtée, ça change quoi que ce soit dans sa chute, sauf s'il y a une forme particulière qui induit des tensions dans le système, des actions dans le système qui font que ça accélère le système. Alors, on va revenir sur un autre objet que vous connaissez certainement, d'accord, le ressort de la mort qui tue. On est très content de l'avoir, on joue avec, ça fait un bruit d'enfer, tout le monde est content. Alors on pourrait dire plein de choses sur ce ressort, je ne vais pas en dire 50, parce que là, on a commencé à prendre un petit fil sur la chute des corps. On avait des trucs qui chutent plus lentement, comme la gravité. Je laisse tomber cette bouteille, elle va chuter comme la gravité, plus lentement ou plus vite que la gravité. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est celle-là. Je pars comme ça, hein. Alors on peut faire descendre des escaliers, on peut faire des ondes, on peut faire plein de trucs. Hein. D'accord ? Voilà le système initial. Alors attendez, c'est un peu chiant. Parce qu'il faut que ça bouge ce truc, c'est un peu infernal. Voilà. Alors la question c'est, je lâche ce ressort. Que se passe-t-il? Alors, je vais le faire devant vos yeux ébahis, puis après j'ai un film qui le montrera ralenti. Observez tout, mais surtout cet endroit-là. D'accord? Sous le bas. Alors le bas, évidemment, ce qui est un peu fâcheux, c'est que le bas, là, il oscille un peu. Donc il faut... Voilà, il bouge, j'ai un peu de mal, je ne suis pas Parkinson, mais ça va arriver. Attention, je vais lâcher. 3, 2, 1, go. Alors, je recommence, vous n'avez peut-être rien vu. On va recommencer pour voir si vous voyez, mais c'est très rapide, hein, ça prend une dixième, 2 dixièmes de seconde, hein, donc c'est très rapide. Mais j'ai un film qui vous montrera ça en lentement, un très joli film qui vous montrera le détail. Donc je fais comme ça pour éviter qu'il se... Bon, voilà. Remarquez déjà toute la question de comment il se répartit. Vous voyez que la densité des anneaux n'est pas la même. Ça, c'est toute une question extrêmement intéressante sur laquelle nous allons passer ce soir pour ne pas vous épuiser, mais elle est assez amusante. Hein? Non, parce que là, je gagne de la distance un peu. Là, je gagne un peu de distance. En faisant ça, je suis un peu plus haut. Je pense que ça sera un peu mieux sur la scène. Après, dans la physique, est une ascèse. Bon, il faut regarder ce truc-là. Ma main est là. C'était plus clair, peut-être? Bon, pas encore. Alors, attendez. Quand même, je vais vous montrer le vrai film. Hein. La chute du Slinky. Ce ressort, je le dis, je l'indique là, mais voilà, j'essaie de prendre des trucs qui avaient un succès. Ça, c'est des trucs qui ont un succès considérable. Enfin, tout le monde connaît ce truc-là. Il y en a en plastique. Ça s'est vendu à plus de 300 millions d'exemplaires. C'est un succès considérable. La chute du Slinky. Alors, regardez. Ça, c'est un film pareil, en caméra rapide. Alors, le gars, il est mieux habillé que moi. On a beau dire. Un peu plus chic. Alors, regardez ce qui se passe quand il lâche le ressort. Regardez bien. Regardez le bas. Regardez. On n'y croit pas, mais si, quand même. D'accord? Ah, maintenant, ça y est, ça bouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, maintenant, ça bouge et ça arrive au sol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge pas? Alors, en fait, on peut montrer le centre de gravité de tout le système, il est quelque part dedans. Le centre de gravité du système est en chute libre.
Le centre de gravité du système est en chute libre. Si on le positionne image par image, on va le voir, il descend. Évidemment, le ressort se rétrécit, donc le centre de gravité descend, et il descend comme une chute libre. Et pourquoi le bas, il ne bouge pas? Mais quand le ressort est en équilibre au début, chaque anneau du ressort, on va dire des anneaux, pour faire simple, chaque spire du ressort est en équilibre entre la spire du dessus et la spire du fond. Et il y a une qui la tire, l'autre qui la tire, et chacun se tire mutuellement. Et quand vous lâchez celle du haut, elle est plus tenue. Et par contre, elle est toujours tirée par celle du bas, donc elle est tirée. Et puis maintenant, celle du bas, elle a compris qu'elle est plus tenue, donc elle est tirée par celle d'en bas, donc elle descend. L'information « je suis plus tenu par la spire du haut » se propage de proche en proche jusqu'à arriver à la dernière spire. Et quand elle arrive à la dernière spire, la spire dit « je suis plus tenu, ok, je tombe ». Mais tant qu'elle est tenue, tant qu'elle pense qu'elle est tenue, bien sûr, parce que rien n'a changé, ça peut se contracter là-haut, mais c'est pas grave. La spire qui est juste au-dessus d'elle, alors que ça s'est déjà contracté un peu là-haut, eh bien, elle est toujours sous tension. Donc l'information de relâchement se propage à une certaine vitesse, à une onde, comme une onde, c'est une onde sonore, enfin on appellerait ça une onde sonore, c'était dans de l'air, à une certaine vitesse le long du ressort, je remets le petit machin, à une certaine vitesse le long du ressort, le long du ressort, ça se propage à une certaine vitesse, et l'autre, lui, tant qu'il n'a pas l'information, il ne bouge pas, il bouge pas. Et quand il a l'information, il bouge. Ce qui veut dire que quand je laisse tomber, par exemple, cette bouteille d'eau, là, ça c'est un ressort extrêmement rigide. Quand je laisse tomber cette bouteille d'eau, en fait, le bas, il tombe avec un tout petit retard par rapport au... Combien le retard? Le temps que le bas sache qu'il doit tomber, qu'il n'est plus tenu. Et combien de temps il met? Le temps qu'une onde sonore, une onde de compression, compression, on va dire, se propage dans la bouteille. Dans du plastique, dans du métal, dans du bois, c'est des kilomètres par seconde, donc il faut un temps complètement inappréciable. Dans cette espèce de slinky, on la voit se propager, il faut une caméra rapide, ou alors, à l'échelle de la dixième de seconde, on la voit se propager ici. Ça doit vous rappeler quelque chose, normalement. Vous avez jamais vu ça? Les trucs qui tiennent en l'air tout seuls, et après ils tombent. Ouais, bon. Je suis obligé de vous rafraîchir la mémoire, je vois. Le gars, il arrive, il a eu des problèmes. Il se retourne, bip bip, il réalise qu'il y a... et il tombe. D'accord? Donc de cette petite image-là, on peut déduire deux choses. Soit il y a un genre de ressort qui le tient et qui l'a lâché au-dessus, soit c'est le temps que l'information « tu dois tomber » arrive à son cerveau, donc on a dit qu'effectivement il ne peut pas y arriver, il a des réflexes trop lents, puisqu'il faut manifestement 1 ou 2 secondes pour comprendre que ça ne va pas. Donc c'est exactement ça qui se produit dans ce truc-là. Voilà, ça c'est exactement ça. Ça y ressemble beaucoup dans les coyotes, dans les bip-bip et les coyotes. Alors, je vois qu'il est déjà 1 heure, que j'ai déjà commencé il y a 1 heure à peu près. J'en ai encore pour... non, pas très longtemps, ça va, tout va bien. Ça pourrait être pire. Alors, autre chose, maintenant, on pourrait faire un truc qui s'appelle la lévitation. À cette heure avancée, si je me mets à léviter sur la scène, je pense que vous allez tous cotiser à aider Roland Luc à payer ses impôts. Succès garanti. Bon, non, on n'en est pas encore là. Ça pourrait arriver. Donc, une petite séquence de lévitation qui est marrante, avec un petit jouet qu'on peut trouver aussi, c'est un petit objet comme ça, qui est une petite pipe en bois. Quand on souffle par le trou ici, il y a de l'air qui sort par là. Il y a un petit système sur lequel on met une petite balle, et on fait ça. La caisse pour la secte aider Roland Luc à payer ses impôts est par là-bas. Je peux recommencer si vous voulez. Donc ça, c'est un petit objet où on comprend... Il faut avoir confiance dans la physique, je mets mes mains en dessous, mais il faut avoir confiance dans la physique, ça doit tenir. Où on comprend que l'objet, la petite balle, qui est très légère, c'est une petite balle en polystyrène, lévite, parce qu'il y a un petit courant d'air en dessous qui la pousse et qui la tient au-dessus. Alors, on peut faire la même manip plus simplement, sans avoir dépensé son argent, en allant piquer une balle de ping-pong au gamin, et en prenant le sèche-cheveux de madame, à moins qu'elle soit elle-même physicienne, ce qui est aussi tout à fait possible, et on fait la même chose, sèche-cheveux, balle de ping-pong, et voilà. D'accord, ça marche pareil. Alors, ça, on peut le comprendre assez bien, tout simplement parce qu'on se dit, bon, il y a de l'air qui pousse la balle, et qui fait monter la balle, et puis voilà. D'accord, je fais le petit dessin qui est ici. La lévitation à air, il y a de l'air qui pousse vers le haut, le flux d'air va exercer une force sur la balle, et puis la balle, elle est tenue par le flux d'air. Si la balle est assez légère, si je mets une balle de pétanque, bon, on ne va pas y arriver comme ça, évidemment, hein, on est d'accord. Donc il faut un flux et une masse qui soient corrélés pour que ça tienne. Et une balle pas trop grosse ou pas trop lourde, voilà.
Alors maintenant, évidemment, la question qui se pose, c'est ça reste là, mais ça s'en écarte. Si ça s'en écarte, ça y revient. En même temps que l'équilibre aussi est stable. D'accord. Alors ça, l'équilibre stable, il est un peu plus subtil à comprendre, mais on va le discuter. C'est un effet qu'on appelle l'effet Coanda, même ça s'appelle Henri Coanda, un ingénieur roumain qui a travaillé en France longtemps dans les années 50. Mais en fait, c'est pas lui qui l'a étudié en premier. Enfin bref, toute une histoire. C'est Jung, un physicien anglais qui s'appelle Jung, qui a étudié ce phénomène-là en 1800. Comment il s'appelle, Henri Boisse, que certains connaissent certainement dans cette salle, un professeur de physique des années 30, qui est officier à Toulouse, à côté, et qui a fait beaucoup d'expériences à ce sujet. C'est que l'air qui passe près de la balle, il va être dévié, il va suivre la surface de la balle. Alors quand la balle est sur l'axe de symétrie, la somme des forces que l'air exerce sur la balle va être à peu près équilibrée. Et puis quand ça se décale, en fait, il y a une force qui sera un peu plus forte du côté où ça se décale. Du côté où ça se décale, l'air va être... Alors je dis ça, je bafouille, maintenant j'en bafouille, j'ai mon petit dessin qui est là de toute façon. Quand la balle se décale un peu, l'air va être dévié plus ici que là où il n'y a plus d'air qui passe, et du coup la balle va subir une attraction. On peut le comprendre ça. Pourquoi l'air colle aux surfaces? Là, j'ai fait un petit dessin d'une surface où il y a un flux d'air qui arrive comme ça, avec la surface qui, d'une certaine façon, s'arrondit, s'échappe. À cet endroit va se passer un truc spécial, parce que l'air a une certaine viscosité. L'air, c'est pas un fluide parfait, il a une certaine viscosité. Un peu d'air va être entraîné par le mouvement principal, ce qui va abaisser la pression à cet endroit, dans ce petit creux-là. Et du coup, le flux va se courber. Le flux d'air, il va subir, c'est comme s'il subissait une force, changer de trajectoire, c'est comme subir une force. Donc ce courant d'air va subir une force qui, action et réaction, va exercer une force sur la paroi. Donc la paroi va être attirée par le fait que le courant d'air est forcé de suivre la paroi. Il suit la paroi parce que l'air, en se déplaçant, quand je souffle dans l'air, eh bien sur les côtés, j'entraîne de l'air simplement par mon souffle à cause de la viscosité de l'air. Et qu'on peut faire cette manip, c'est une manip qui a été faite par un physicien français qui s'appelle Kadosh, publié, j'aime bien le nom de ce journal de physique et le radium, 1958. Ça, c'est une éprouvette, ça a été fait, on voit le flux d'air ici, donc ça a été fait avec une système de photographie un peu spéciale, qui donne des sombres pour ça. Ça, c'est le flux d'air qui sort. Ça, c'est une éprouvette en verre, les éprouvettes de chimistes. Le flux d'air est ici, il passe le long, il contourne la paroi, et l'éprouvette en verre, donc ça pèse, je sais pas, une vingtaine de grammes, une trentaine de grammes, je sais pas combien, une centaine de grammes, elle tient grâce à l'air dévié le long de la paroi. Alors ça, on peut même s'en rendre compte en faisant un truc encore plus spectaculaire. Alors ça, c'est bien, enfin encore plus spectaculaire. Ça, c'est déjà sympa, d'accord, ça c'est sympa. Et ça, c'est rigolo aussi, d'accord. Parce que là, on comprend. On se dit, oui, il y a l'air qui pousse. Voilà, c'est moins clair. D'accord. Et là, il y a un moment donné, ouais, ça commence à... C'est sympa quand même. Hein. Bon, allez, hop, fini. Donc on comprenait bien qu'on s'est dit vertical, ouais, ça a l'air bon. Mais là, sur le côté, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Et c'est cet effet Coanda, le fait que les courants d'air vont suivre la balle de ping-pong, vont la suivre, et que ça va exercer, forcer de la suivre, parce que l'air entraîne l'air soufflé entraîne l'air qui est à côté, l'air environnant, et bien ça va exercer une force sur la balle. Alors maintenant, dernière petite chose, je sais plus où j'en suis de mes... Ah oui, c'est bon, j'ai tout là. Ah oui, c'est ça. Il ne me reste plus qu'une chose, quelque chose que vous connaissez peut-être. Ça vous dit quelque chose, la Siliputi? Si je vous montre ça, les plus anciens, un œuf en plastique. Quand on l'ouvre, il y a un truc dedans. C'est pas les, comment ça s'appelle, les Kinder Surprise. Hein. Il y a ça dedans. Vous vous rappelez pas de ça? Oh, alors ça me tue quoi. Moi j'ai joué des plombs avec ça. Je me suis dit, regardez, ce truc-là, on fait ça. Vous vous rappelez pas de ça? Non, Brigitte s'en rappelle. On a le même âge, Brigitte. Ah, il y en a au moins qui a de la mémoire dans cette pièce, ou qui ose avouer qu'il a fait le con avec ça. D'accord? Ce truc-là qui est tout mou, qui fait ça, d'accord? Ça fait ça, d'accord? Et si, regardez, je vais me mettre là. Il n'y a pas besoin d'allumer la caméra, je pense. On peut en faire une petite boule. Non, il faut s'appeler de la pâte à modeler. D'accord? Donc ça s'étire, ce truc-là, c'est mou, hein, d'accord? Regardez. C'est une petite balle. Mais oh, quelle habileté, Raymond, merci. D'accord? Donc c'est une petite balle, quoi. D'accord? C'est... D'accord? Et en même temps, d'accord? Et alors attendez, il y a mieux. Il y a mieux. Si je tire vite maintenant, et fort. Vous avez vu ça? Ça s'est cassé. C'est un truc de fou ça. Je vous dis pas les empreintes qu'on fait avec ça aussi. Alors il y a un autre modèle, ça c'est le modèle Siliputi officiel. D'accord? Mais il y a un modèle que vous pouvez acheter à prix d'or à la pharmacie de Florence et ailleurs. J'ai dit à prix d'or parce que j'étais un peu surpris du tarif, mais ça se vend, ça se vend. Ça s'appelle Redux.
Hein, tarif festival, c'est ça. Exactement. Ils ont dit, c'est un touriste, lui. J'ai dû la commander quand même. Hein. Il y a un blabès à la pharmacie de Florence. Alors ça, c'est du rédux, c'est quand vous avez un problème à la main, on vous prescrit ça, il faut mâchouiller ça. Comme ça résiste un peu, ça vous permet de vous rééduquer les mains quand vous avez des problèmes. Mais regardez, on vous le vend, c'est vachement mieux, ça fait un truc super, quoi. Et c'est pareil, hein, quand on tire fort dessus, ça se casse, et c'est pareil, ça rebondit. Hein. C'est une pâte de silicone, c'est cool ça, hein. 17,50 €. Mais je pense que si tu dis que c'est pour faire de la physique, on va t'en acheter un morceau. Orange en plus, là c'est un peu chic, c'est un peu fluo, c'est un peu chic. Alors, deux choses. Alors cette pâte-là, pourquoi elle est amusante? D'abord elle est amusante parce qu'on fait des conneries avec et c'est rigolo. Bon ça c'est déjà un point, parce qu'après on peut s'en tirer, on fait des nœuds, enfin on fait des trucs, c'est super. Donc ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, pour regarder sa composition, je la donne parce qu'elle est quand même assez marrante, vous voyez, assez exaltant. Les trucs, je les ai même pas mis parce que ça devient vraiment compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce truc qui est là. D'accord, ça c'est un polymère, ça c'est il y a du silicone dedans, d'accord, il y a du silicone, et il y a aussi un polymère qui fait que ça fait des longues chaînes qui peuvent se réorganiser. Et en même temps, cette chose-là, elle se comporte de façon élastique. Quand je la tape comme ça, boum, ça rebondit comme une petite balle. Ça peut s'étirer comme c'était un truc qu'on appelle plastique, une déformation plastique. Et puis si je fais une contrainte qui est trop rapide, si ça aussi je fais une contrainte trop rapide, ah, pas assez rapide. Rapide? Non, pas assez rapide. C'est chiant ce truc. Ah, ça c'est une saloperie de trucs vendus aux vacanciers. Voilà, ça c'est la vraie silipetie. Elle se casse, d'accord? Elle se casse quand c'est trop rapide, elle se casse, d'accord? Donc ça c'est une pâte qu'on appelle viscoélastique. Elle est à la fois visqueuse, ça veut dire c'est quelque chose qui a l'air de s'écouler. D'ailleurs on va faire une expérience marrante. Mais regardez-moi, enfin écoutez-moi aussi, hein, je la pose là, d'accord? Vous voyez comme elle est comme ça. Bon, puis on revient dans 5 minutes. Donc c'est quelque chose qui a l'air mou, visqueux, qui est solide en même temps, qui s'étire, mais si je tire fort dessus, ça se brise comme c'était un solide pas très résistant, comme si je cassais une baguette. Quand je tape dedans, c'est carrément élastique, ça se comporte comme une balle. Enfin, c'est un solide qui a des propriétés un peu de toutes ces affaires-là. Et on appelle donc un solide viscoélastique. Alors, cette chose, elle est intéressante parce que, alors je vais vous montrer, bon on va le laisser là, mais ça prend quelques minutes. J'ai un même petit film fait une autre balle de Redux. Alors ça, pour faire ce petit film-là, j'ai fait ça. J'ai fait une sphère de Redux, je l'ai posée sur une table et j'ai filmé en lui demandant de prendre une image toutes les 5 secondes pendant 6 minutes. Et ensuite, les images, on va les jouer à la vitesse normale. Ça veut dire 24 images par seconde. Regardez ce qui se passe. Voilà. Ça s'écrase lamentablement, d'accord? C'est un truc comme ça coulait, mais très lentement avec une grande viscosité, comme c'est très visqueux, comme un liquide visqueux. C'est quelque chose qui est un liquide visqueux, c'est élastique, et en même temps, ça a des comportements de solide, c'est pas un truc que quand on le voit comme ça, on se dit pas, ça a l'air d'être solide quand on le voit de loin. Alors ça, c'est pour illustrer une propriété de physique des matériaux qui s'appelle la rhéologie, le fait que les choses coulent et que tout coule. En fait, tout coule. Tout coule. Tout coule, ça veut dire qu'il faut regarder assez longtemps éventuellement. De l'eau, alors il n'y a pas besoin de regarder longtemps l'eau, hein, ça coule tout seul l'eau. Hein. Quand l'eau, on la fait bouger, il faut des temps infinitésimaux pour qu'elle se déplace. Quand c'est du bitume, vous voyez qu'il faut à peu près une milliseconde. Quand les gens ils coulent le bitume sur le truc, le bitume est chaud, on voit bien que le bitume coule, il l'aide un peu avec des raclettes, mais le bitume coule. Quand il est chaud, puis après, il ne coule plus. Pareil, Pierre Thomas, dont je suis sûr qu'il est dans la salle, ne me détrompera pas, le manteau terrestre s'écoule aussi, il se déforme. C'est un solide mais qui peut se déformer avec une très grande viscosité. Et puis cette pâte silicone, regardez, elle s'est déjà un peu aplatie. Cette pâte silicone, elle se déforme avec des temps caractéristiques de l'ordre de la seconde à la minute. Alors les physiciens, ils ont un temps ils ont un nombre pour définir ça, c'est-à-dire que comment dire si quelque chose est solide ou liquide finalement? Parce que les liquides, on a l'impression, ça c'est un liquide, bon, ça c'est un solide, ok. En fait, si j'attends assez longtemps, lui il va finir par couler aussi, lui il est en train de couler. Les continents, les montagnes coulent. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de dire que quelque chose, à notre échelle de temps, à nos échelles de temps, mettons la seconde, ou la minute, ou la journée, quelque chose est un fluide s'il a un temps d'écoulement court. Alors que s'il a un temps d'écoulement long, pour nous, ça sera un solide, à notre échelle de temps. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est comparer deux choses. C'est le temps d'écoulement et le temps de sollicitation ou le temps d'observation. De sollicitation, si je donne un coup dessus, si je le fais rebondir, si je tire dessus, ou le temps d'observation, si je laisse cette chose évoluer naturellement. Regardez, il est en train de s'écraser lentement. Si je laisse évoluer cette chose naturellement, eh bien, qu'est-ce qui se passe?
Ce temps, il s'appelle le nombre de Déborah. Alors pourquoi c'est Déborah? Parce que Déborah, c'est dans la Bible, il y a un cantique qui s'appelle, paraît-il, le cantique de Déborah, et qui a dit que devant le Seigneur, toutes les choses coulent. Alors sûr que le Seigneur étant éternel, le temps d'observation il est infini, donc le nombre de Déborah est très petit, et donc toutes les choses pour le Seigneur sont fluides. Tout coule. Alors que pour nous, évidemment, il y a des choses qui apparaissent solides. Alors, il y a une expérience dont on vous a parlé récemment, d'ailleurs, j'étais stupéfait qu'on en parle dans une conférence de cosmologie par Alain Rubiasiello, sur l'expérience qu'on dit en anglais pitch drop experiment, l'expérience de la goutte de poids, d'accord, qui est ici, la plus vieille expérience en cours, parce qu'elle est datée, elle a commencé en 1927, et on a mis de la poix dans un entonnoir, on attend que les gouttes coulent, alors que la poix, ça se présente, regardez, le poids, ça se présente comme ça. Et si vous la sollicitez avec un nombre de Déborah très grand, ça veut dire un temps très faible, si vous donnez un coup dessus, ben ça se casse, voilà, ça fait des morceaux. Ça a toute l'apparence d'être un solide, la poix. Et pourtant, cette expérience-là, on l'a préparée pendant 3 ans, et puis ensuite, tous les 7-8 ans, il est tombé une goutte, là c'est en ce moment la 9e goutte qui est en train de progresser, d'accord, et qui va tomber, pense-t-on, entre 2013 et 2014, peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et voilà, ces gouttes tombent extrêmement lentement avec un objet qui, quand on le prend dans la main et qu'on tape dessus à des échelles de temps courtes, se brise, se comporte comme un solide. Mais quand on regarde avec la bonne échelle de temps, 7 ans, 8 ans, quand on lui laisse le temps, c'est un objet qui coule, qui se déforme et qui se transforme. Voilà, donc pour vous montrer qu'il y avait des choses... Voilà, regardez, ça devient de plus en plus plat ici. Et donc ça devient, c'est toute une branche de la physique des matériaux, la rhéologie, extrêmement intéressante et qui a des conséquences, bon je ne vais pas rentrer dans tous les détails, des grandes conséquences. Voilà, donc la goutte de poids, la poix, et voilà, that's all folks, puisqu'on a commencé sur les trucs. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions? Oui. À votre avis, combien de temps faudrait-il attendre pour que vous vous mettiez à couler? À moi, oui. Ben écoutez, c'est une question difficile. Je pourrais vous répondre pour la boutade que vous êtes à un âge plus avancé que le mien, vous me le direz avant. En vous observant, j'aurai une idée de ce qui va se passer sur moi. Mais effectivement, il faudra attendre probablement assez longtemps, hein, parce que ce qui pour nous, à nos échelles de temps, apparaît comme solide, hein, ce truc-là, le sol, évidemment, il faut attendre un certain temps, comme dirait l'autre, hein, comme dirait Fernand Reynaud, un certain temps. Les temps peuvent être extraordinairement longs. Pensez au temps de déformation, de tectonique ou de mouvements internes qui sont des solides à l'intérieur de la Terre, où c'est solide, et les mouvements se font lors du centimètre par an, les mouvements de plaques relatives, par exemple. Donc, longtemps. J'aurais probablement, comme je suis de la matière organique, en plus, j'aurais probablement pourri bien avant. J'aurais coulé complètement. Définitivement. Les scientifiques, ils vont faire une conclusion du temps d'écoulement de la poix, ou ils vont attendre jusqu'à la fin parce que ça... Alors, oui, ils vont, en fait, ce qu'ils font quand ils font ça, c'est pour vérifier que ça se passe comme on s'y attend. Ça a l'air un peu idiot, quoi, mais on sait que la poix... et quand on a à notre échelle de temps, quand on tape dessus avec un marteau, elle se comporte comme un solide un peu fragile, parce qu'elle se brise en plein de petits morceaux. Alors, quand les gouttes tombent, on vérifie que ça tombe avec une certaine régularité, entre guillemets. Quand des gouttes d'eau tombent, tu prends une bouteille, tu la perces, les gouttes d'eau au-dessous vont tomber, elles vont tomber avec une régularité qui est de l'ordre, je sais pas, une goutte par seconde, par exemple, et ça dépend de la taille du trou et de la viscosité de l'eau. Bon, ben là, c'est pas une par seconde, c'est une tous les 8 ans, vu la taille du trou, vu la viscosité de la poix. Donc, ça permet de mesurer ou d'avoir une estimation de la viscosité de cette poix, qui est un liquide, quand on le regarde à grande échelle de temps, et qui est un solide si tu la regardes à petite échelle de temps. Donc évidemment, ça ne sera pas des conclusions aussi spectaculaires que les observations cosmologiques, la physique des particules, je ne sais quoi. C'est simplement une sorte de confirmation de ce qu'on sait sur la poix et de le voir par l'expérience. Voilà. Et c'est une expérience qui est marrante, ça fait 83 ans qu'elle dure. Hein. D'habitude, l'expérience que tu as dû faire peut-être en TP de physique ou je ne sais où en classe ou qu'on fait habituellement, elle dure 1 heure ou 2 quand c'est un TP de physique en classe, elle dure quelques années, une dizaine d'années quand c'est des expériences de physique comme le LHC par exemple, ou des observations astronomiques, ça peut s'étaler sur quelques années. Là, ça dure depuis 83 ans, quoi. Donc c'est assez spectaculaire, je trouve. À combien de Déborah on distingue le solide du liquide à notre échelle? Alors oui, nous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu vois, j'ai donné que des limites. Hein. J'ai dit, quand le nombre de Déborah, je vais le remettre
quand le nombre de Déborah est très petit, attends, je retrouve la page pour... Voilà. Quand le nombre de Déborah est très petit, c'est un fluide. Quand il est très grand, c'est un solide. Là, c'est les cas comment dire, extrêmes, où on peut dire quelque chose de clair. Et puis, il y a tout le problème, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est un peu entre les deux. Donc, c'est quelque chose qui est visqueux, qui peut s'écouler un peu, mais qui se comporte un peu... C'est un peu ce truc là-bas, pas de viscoélastique, tu vois. Ça peut être un peu ça, par exemple. Donc, les limites sont faciles à dire. Liquide, un vrai liquide comme de l'eau, on voit ce que c'est. Solide, alors le liquide comme de la pierre, on voit ce que c'est, à notre échelle. Et puis après, entre les deux, bon, c'est ça, c'est le miel, c'est les machins, tu vois, un peu visqueux, on va dire. Alors... Non, les métaux à mémoire de forme, ah oui, les oreillers, oui, excusez-moi, j'ai dit le métaux. Les oreillers à mémoire de forme, alors comment ça fonctionne ça? Donc, je ne crois pas que ce soit le même système. Il me semble que ma femme nous en a offert récemment une paire d'oreillers et de matelas à mémoire de forme. C'est vraiment le grand luxe, là. C'est en apesanteur, issu de la technologie spatiale. C'était la félicité. Alors là, on a rêvé avec ça. Et comment c'est, Marie, tu te rappelles, c'est des petites bulles d'air qui est dedans, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un système de mousse. Et puis, quand le poids s'exerce sur l'objet, ça évacue une partie de l'air. Et puis, ça prend votre forme, parce que c'est très, microporeux. Et puis ensuite, quand vous enlevez, ça revient, ça se regonfle, entre guillemets, tout seul. Je crois que c'est un système comme ça. C'est pas des systèmes viscoélastiques comme ça, sinon vous enfonceriez en permanence dedans. Et à la fin, ça se referme. Il est où le gars? Il est dans le matelas. Oui, jeune homme. Dites-moi. Ah, jeune homme. Donc non, je ne crois pas que ce soit viscoélastique. C'est des systèmes de mousse avec de l'air, plein de micro-bulles d'air emprisonnées dans le... Mais c'est bien, je recommande... Bon, évidemment, seuls les chercheurs au CE peuvent se payer ça coûte cher. Mais pourquoi est-ce que ça fait ça? Fait quoi? Mais que ça fond, enfin, par exemple, la pâte, elle se ramollit et tout, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Parce que cette pâte, elle est formée de ce qu'on appelle un polymère, c'est-à-dire une longue molécule. Elle en a un peu, mais elle n'a pas que ça dedans. Mais elle a de très longues molécules qui sont enchevêtrées les unes par rapport aux autres. Et sous le simple effet de la gravité, parce que la pesanteur tire cette pâte vers le bas, eh bien, ces molécules peuvent bouger les unes par rapport aux autres et ça permet une certaine déformation. Pas autant qu'un liquide, qui n'est pas du tout formé de longues chaînes de molécules, mais beaucoup plus qu'un solide, qui lui, où les liaisons, la façon dont les atomes sont liés dans un solide est beaucoup plus intense que dans ce matériau-là. Donc c'est quelque chose qui est intermédiaire finalement entre le liquide et le solide par sa structure interne qui est formée de ces longues chaînes de polymères. On pourrait, par exemple, le caoutchouc c'est des polymères, le caoutchouc c'est quelque chose qui a l'air assez liquide, et quand on fait la vulcanisation du caoutchouc, vulcaniser le caoutchouc, ça veut dire rajouter, par un procédé chimique, rajouter des ponts de soufre avec un atome de soufre entre ces longues chaînes, qui les empêchent de bouger les unes par rapport aux autres. Parce qu'il y a des ponts, comme ça, ces deux chaînes, et puis entre deux chaînes, tu mets une sorte de barreau d'échelle, qui se trouve être un atome de soufre qui s'accroche aux deux. Eh bien, ça les empêche de bouger les unes par rapport aux autres, et ça fait des pneus. Les pneus, c'est du caoutchouc vulcanisé. C'est un polymère qui était assez visqueux. Le caoutchouc, c'est pas comme ça, c'est pas aussi viscoélastique que ça, enfin aussi sirupeux que ça, mais c'est un truc qui est visqueux, et quand tu le vulcanises, ça devient quelque chose qui est dur et qui se déforme très peu, mais qui a des propriétés d'élasticité, de résistance, parce que tu as tenu les chaînes de polymère du caoutchouc par des ponts de soufre. Donc c'est de la chimie, la façon dont s'organise la matière dans l'objet. Bonsoir. Monsieur. Est-ce qu'on pourrait dire en conclusion que si tout coule, c'est la faute de la gravité? Alors évidemment, la gravité est bien embêtante pour ça, parce qu'elle tire tout le monde vers le centre de la Terre. Donc évidemment, la gravité agit sur cet objet. Si on était en apesanteur, si vous prenez un liquide, l'eau qui est là-dedans par exemple, dans cette bouteille, l'eau, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut abaisser au mieux son centre de gravité. Donc elle se tasse dans le fond, et puis ça fait une surface horizontale. D'accord? Dans la bouteille. Alors maintenant, s'il n'y a pas de pesanteur, là va commencer à se manifester des forces qui donnent à l'eau sa cohésion, parce que l'eau c'est un liquide, c'est pas un gaz, c'est pas un solide non plus. Mais il y a des forces de cohésion entre les molécules d'eau qui lui donnent le fait que c'est un liquide. Alors ça serait moins fort, si c'était les forces de cohésion étaient moins fortes, ce serait plutôt un gaz, si elles étaient plus fortes, ce serait un solide, comme de la glace ou de la vapeur d'eau, dans le cas du gaz. Dans l'apesanteur, l'eau elle prendra la forme d'une sphère, c'est sa force de cohésion qui voudra la ramasser cette fois-ci. Non plus la contrainte, ça sera plus abaisser au plus au centre de gravité, ça sera minimiser sa surface de contact avec l'extérieur pour avoir le minimum d'interface entre l'eau
et l'extérieur. Donc lui, qu'est-ce qu'il fera s'il était en impesanteur? Cette chose-là, si elle était en impesanteur, eh bien, il y a ces forces internes qui voudraient la ramasser le plus possible, et il n'y a plus de gravité qui la tire vers le bas. Donc très lentement, parce qu'elle est très visqueuse, elle se ramasserait, elle se mettrait en forme de boule. Très lentement, parce qu'elle est très visqueuse, alors que l'eau, là, ça se fait... Il y a des films sur Internet, on voit ça maintenant, c'est génial, où on voit dans la station spatiale des sphères de 1 litre d'eau, comme ça, qui tiennent comme ça. On tape dedans, il se passe des tas de trucs déments. Et elle tient comme ça, elle est parfaitement sphérique, et elle est sphérique tout de suite, quand le gars il la verse, et elle est un peu au début, un peu, et puis très très vite, si on la touche pas, elle se stabilise, et elle prend une belle forme de sphère liquide. Très rapidement, parce qu'elle est très peu visqueuse. Voilà. Est-ce que la chaleur, elle peut faire que ça coule plus vite? Ah oui, absolument. Absolument. Ça, c'est la viscosité, ça va dépendre de la température. C'est du même que si ça, je le refroidissais, on continue à le laisser évoluer, ce truc-là, regardez, il prend une forme de plus en plus, en forme de goutte d'eau un peu plate, hein, mais qui est cette fois-ci, bon, absolument. C'était plus chaud, ça irait plus vite, c'était plus froid, ça serait encore moins vite. Le bitume, l'exemple typique, c'est le bitume. Les gars qui posent le bitume sur la route, le bitume, quand il sort, il est très chaud. D'ailleurs, ils ont des seaux en bois, ils font gaffe, c'est brûlant. Il est coulant, et puis il se refroidit, et il devient solide. Et le bitume, quand il fait chaud en été, il se déforme plus facilement que quand il est en hiver ou il est froid. Il se déforme beaucoup moins, quasi pas. D'accord ? Donc effectivement, tu as absolument raison, la température joue un rôle important dans l'affaire, aussi. Oui, le nom de la pâte que tu nous as montré, c'est Siliputi, c'est ça? Siliputi. Voilà, et ce truc-là qu'on manipule lentement et qui est très souple et qui est très vite et qui casse, ça me fait penser à autre chose que tu dois peut-être connaître, c'est la maïzena. Ah oui, oui. Tu connais ce truc-là? Oui, oui, bien sûr. Alors la maïzena, c'est autre chose. Alors ça, c'est pas de la viscoélasticité, la maïzena, c'est un autre solide, c'est une autre propriété, c'est la propriété d'un liquide qu'on appelle thixotrope. C'est-à-dire c'est un liquide dont la viscosité dépend de la contrainte qu'on lui applique. Voilà. Donc là, c'est viscoélastique, l'autre, c'est thixotrope, c'est-à-dire la maïzena, donc vous savez, vous prenez de l'eau, mettez la maïzena dedans, touillez, et puis après, ça coule. Quand on prend avec la cuillère, ça coule, et puis vous mettez un coup fort sur la maïzena, ben, punk. Merde, c'était liquide, et ben non, c'est pas liquide finalement, ça résiste, d'accord? La viscosité dépend de la contrainte. Quand la contrainte est importante, le truc devient visqueux, et quand la contrainte est douce et lente, faible, alors c'est un truc qui est un genre de liquide. C'est encore une fois des chaînes de polymères, je sais pas la maïzena comment c'est foutu, je pense que des longues chaînes, des longues molécules qui se mélangent et qui, selon la façon dont tu les sollicites, répondent différemment. Parce que sur le net, j'ai vu des types qui sont allés un peu loin avec cette histoire-là. Oui, ils ont fait une piscine de maïzena. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors vous pouvez le faire, ceux qui ont des piscines. Monsieur le maire, vous avez une piscine? Bon, alors ceux qui ont une piscine, vous la videz déjà. Non, vous la gardez pleine d'eau, et vous videz, alors je ne sais plus les proportions, mais ça va être, je sais pas, 20% de maïzena. Donc vous voyez, je vous laisse calculer, vous achetez de la maïzena. Bon, vous allez au Auchan, Carrefour, Intermarché, enfin vous siphonnez toute la maïzena, vous cotisez, vous la mettez dans la piscine. Ce que vous pouvez faire, ça avait été fait à l'université de Jussieu, plutôt que de prendre une vraie piscine, vous prenez les petites piscines gonflables qui font 1,20 m de diamètre, et après vous pouvez me passer là-dedans, et vous tapez des pieds dessus, et vous enfoncez pas. Vous pouvez courir sur la piscine, vous pouvez marcher sur l'eau. D'accord? Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses potes, adieu, maïzena. Il a couru et ça s'est pas bien passé. Ah, vous voyez, c'était facile la vie. Il y a un autre, en parlant de marcher sur l'eau, ça me rappelle aussi, il y a un lézard, vous chercherez sur Internet, vous trouverez des vidéos, c'est stupéfiant, le lézard qui s'appelle le lézard Jésus. Pour des raisons évidentes, c'est un lézard qui marche sur l'eau. Alors lui, il n'a pas de maïzena, alors lui, il a des espèces de pattes assez larges, un peu palmées, et je peux vous dire qu'il mouline des pattes. Hein. Ça mouline sec, et il va tellement vite qu'il traverse des rivières. Hein. Donc, pas des rivières, parce qu'il y a du courant, mais des mares. Enfin, il les traverse sur l'eau, littéralement. Alors, sa patte s'enfonce dans l'eau, mais le temps qu'elle s'enfonce beaucoup, en fait, il est déjà sur l'autre patte, et il est toujours un peu entre deux os, je veux dire, et il passe comme ça, c'est impressionnant. Lézard Jésus, c'est très amusant. Pour le faire, nous, on n'y arrive pas. Hein. Oui, donc c'est pas une question, c'est plutôt un petit complément. Pour la maïzena, il y a des Canadiens, des chercheurs qui se sont amusés à essayer de trouver des armures pour leurs soldats faites comme ça. Ouais. Et ils tirent des balles dessus, ça fait un petit impact, et après l'eau revient au niveau de l'impact et ça répare complètement. Complètement l'armure. Donc il faut, voilà, ça fait un truc auto-réparant peut-être, pourquoi pas, oui. Hein,
Des peintures automobiles comme ça aussi. Mais déjà, il y a aussi le... Comment ça s'appelle en peinture? Il y a un truc qui s'appelle, je crois, le mélange flamand. Je crois que c'est ça, le mélange flamand, à vérifier. C'est un de mémoire. Où précisément, c'est un mélange qui a les mêmes propriétés. C'est-à-dire, quand on l'applique doucement, c'est un truc épais. Et quand on donne des coups rapides, il s'étale de façon plus liquide. Donc on peut changer la viscosité de la matière qu'on travaille avec la force avec laquelle on la... Non pas on la projette, mais avec laquelle on l'étale sur la toile. Je crois que ça s'appelle le mélange flamand. À vérifier. Hein. Je dis ça, il est tard et c'était de mémoire. Est-ce qu'il reste une dernière question? Oui. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si le panier à salade, c'est le système du yo-yo. Le panier à salade. Oui, le panier à salade sur lequel on tire la ficelle. Pour Oui, alors, le panier à salade sur lequel on tire la ficelle. Alors, ça ressemble effectivement au yo-yo, puisqu'on tire une ficelle et ça met la chose en rotation. Donc là, évidemment, c'est pas la gravité qui met en rotation, vous lâchez, puis évidemment, on met toujours un peu d'énergie dans le yo-yo. Bon. Mais c'est pas la gravité, c'est votre force qui fait ça. Alors, la rotation, elle est simplement due au fait que la ficelle entoure l'axe. Quand vous tirez, la force que vous exercez, elle n'est pas sur l'axe, elle est décalée par rapport à l'axe, et donc vous exercez un couple qui va mettre en rotation, le panier à salade. Et cette rotation va être suffisamment rapide pour que la force centrifuge plaque la salade sur les bords du panier, la salade reste et l'eau s'en va parce que les trous, enfin les intervalles entre la grille du panier à salade fait que l'eau peut sortir. Donc la ficelle se réenroule toute seule, effectivement, comme le yo-yo, parce que quand vous tirez, il a une rotation suffisante pour que si vous ne maintenez pas la ficelle, si vous continuez à tirer la ficelle, alors ça la réenroule, vous n'avez plus qu'à donner un tir. Absolument. Ça, c'est dû au fait qu'il profite de l'énergie de rotation que vous avez donnée pour se enrouler dans l'autre sens. Comme le yo-yo qui arrive en bas, il a une vitesse de rotation, il a plus de vitesse de translation parce qu'il est arrêté par la simple fait qu'il est au bout de la ficelle, mais comme il tourne encore sur lui-même, il rembobine et il monte un peu moins haut parce qu'il a perdu un peu d'énergie par frottement. Donc de ce point de vue, le réenroulement vient du fait qu'il y a de l'énergie de rotation encore qui est disponible alors que vous ne tractez plus sur la ficelle. Comme sur le yo-yo, la gravité continue à tirer, mais la ficelle l'empêche au lieu d'aller plus bas. Il tourne sur lui-même, il peut continuer à remonter. Il peut reprendre son ascension. Voilà, c'est effectivement des mouvements similaires, assez similaires. Hein? Dans quel sens? Oui. Alors ça dépend, et quand je le tire sur la table, il tourne pour monter, quand je le laisse tomber, il tourne pour descendre, donc dans l'autre sens. Attendez, alors après, on pourrait regarder si la corde est en haut. Ah oui, si la corde est en haut, alors on pourrait essayer, manip. Ah ben, en reculant devant aucun sacrifice. Là, j'ai mis la corde en bas, évidemment, je suis un malin. Si la corde est en haut, qu'est-ce qui se passe? Si la corde est en haut, je tire, ah ben là, il se déroule. Il s'éloigne de plus en plus de moi. Je déroule le yo-yo. D'accord? Là, je déroule le yo-yo. Et je le déroule, ma main s'écarte du yo-yo. Là, j'ai mis la ficelle en bas. Quand on met la ficelle en haut, quand on met la ficelle en bas, c'est l'inverse, le yo-yo se rapproche de ma main. Voilà. L'astuce, c'est ça, il faut mettre la bonne ficelle au bon endroit. Bon, mais ça, c'était un secret. Hein. C'est une ficelle. Bon, alors, évidemment, il y en a qui... Bon, mais voilà, c'est devenu tout plat. Ça fait une goutte, comme une goutte d'eau. Vous voyez, il a fallu attendre, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, hein, il suffit d'attendre. Hein. Devant le Seigneur, les montagnes coulent. Bon, c'est pas moi le Seigneur, hein, je vous rassure. Je crois qu'il y a encore une question là-haut, là, d'un jeune homme. Hein. Vas-y, pose ta question. C'est pour savoir, avec le Slinky, combien de choses différentes on peut faire avec, qui sont intéressantes, bien sûr. Sont intéressantes, amusantes à faire. Ah bah j'en sais rien, plein. Faire ça déjà, moi j'aime bien. On peut s'intéresser donc à la chute du Slinky, c'est rigolo. Tu peux t'intéresser à la forme qu'il prend quand elle est suspendue comme ça, qui n'est pas tout à fait une caténaire parce qu'il y a des tensions internes. Tu peux te demander quelle forme il a comme ça, comment se répartissent les spires comme ça. Tu peux aussi le faire tomber des escaliers. Alors ça, c'est ce que j'ai pas d'escalier ici malheureusement, mais quand on prend des marches d'escalier, on peut lui faire ça, tu vois. Tu le prends comme ça, tu lui fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu le lances, il tombe, il se déroule, mais il arrive comme ça vite. Boum, il rebondit, il repart sur la marche suivante.
Et comme ça, il descend des escaliers. D'accord? Quand c'est bien calculé, que tu t'es bien démerdé, il descend les escaliers. Tu peux le mettre aussi horizontal. Tiens, Bruno, viens là, tu vas faire de la physique avec moi. Bon, après, je te dis tout ce qu'on peut faire avec un machin comme ça qui est mou, mais après, il faudrait faire du... Là, on peut faire du qualitatif, on peut faire du quantitatif. Tiens, prends un bout, mets-toi là, on va le mettre par terre. Voilà, tu le tiens là. Écarte-toi, tiens-le bien, attention, sinon je... Voilà, là, il est posé comme ça. Regarde. Alors, évidemment, le problème là, c'est qu'il y a des frottements sur le sol, donc c'est un peu moins rigolo que si on n'avait pas. Donc, je serre quelques spires, et j'en lâche d'un coup. Voilà, ça fait des ondes transverses. Ça fait des ondes longitudinales. Et regarde bien, si je bouge un peu comme ça, là, ça fait un seul ventre. Là, regarde. Là, j'en fais. Là, voilà, là, j'en fais 2. Là, j'en fais 3. 4. Bon, les ondes, ça s'appelle. D'accord? Donc, tu peux... Les ondes. Voilà. Tu peux faire des tas de trucs amusants avec ça. C'est bon, merci monsieur Monfillier, vous avez été parfait. Voilà, on peut faire plein de choses avec ce truc-là. C'est un super système à ronde, quoi. Tu peux faire de l'accordéon aussi. Et si tu merdes, tu pleures parce que tu fais des nœuds dedans, et là, t'es vert. Et tu tombes sur une instabilité qu'on appelle l'instabilité du cordon téléphonique, que vous connaissez tous. Sauf que maintenant, vous en foutez parce que vous avez des téléphones portables. Mais les minables comme moi, qui ont encore des téléphones fixes et des cordons téléphoniques, eh ben, quand il y a une boucle qui se met à l'envers dans le cordon, elle se propage, l'enfoiré. Et puis même, elle fait des nœuds, des machins, et après tu jettes le slinky, tu en rachètes un autre. Voilà. Donc, pas donner un slinky aux petits-enfants. C'est super. Et après, t'es foutu. Tu leur donnes un slinky en plastique qui vaut 5 €, et tu prends pas un slinky métallique qui en vaut 4 fois plus, quoi. D'accord? Donc oui, on peut faire des trucs marrants avec un slinky. C'est assez rigolo. Voilà. Merci Roland, on dit souvent qu'on peut faire de la science en s'amusant, mais là vraiment c'est une belle démonstration, merci beaucoup. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human.